Salut les néo-autonomistes. Je vous présente une personne hors du commun. Léa nous reçoit en Dordogne pour nous présenter son lieu de vie dans lequel elle élève des poules de race, des moutons, des chèvres, pratique l'apiculture et produit une partie de sa nourriture. Elle nous présente également ses cultures en bac fait maison qui permettent l'accès à la production alimentaire pour les personnes à mobilité réduite. Comme si ses journées n'étaient pas assez remplies, cette maman solo est également ébéniste de profession et nous partage son art avec passion. Ce reportage vous est présenté tout de suite sur l'Archipel. Bonjour Léa. Bonjour Avec Brian. le coq en même temps qui nous dit bonjour. Léa, tu m'as écrit un mail il y a quelques mois pour me présenter un petit peu ton projet. Oui. Il y avait beaucoup de choses. Je crois qu'une des premières questions que je t'ai posées, c'est combien tu as d'heures, toi, par jour, pour pouvoir gérer tout ça. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bah alors Léa, qu'est-ce que je peux te dire? Je suis ébéniste. Je suis ébéniste et après je développe pas mal de choses à titre perso depuis 1 an. Dans l'autonomie, c'est une vision que j'avais depuis très longtemps déjà. Mais après, je ne suis pas autonome à 100%. Je pense que c'est compliqué. Mais, On ne le sera jamais. Personne ne le sera. L'idée, c'est de chercher l'autonomie et puis d'y aller à son rythme aussi. Et moi, mon objectif aujourd'hui sur cette partie-là, c'est de pouvoir transmettre et pouvoir aider d'autres personnes à faire un premier petit pas, de manière à pouvoir en faire un plus grand par la suite. Et voilà, c'est ça qui est important pour moi aujourd'hui. C'est quoi pour toi un premier petit pas, par exemple? Un premier petit pas, ça va être peut-être commencer à cultiver quelques légumes et se familiariser avec ça si on n'a jamais fait. Ça peut être commencer à prendre des poules pour avoir ses œufs. Ça peut être, après il y a plein d'autres sujets qui ne sont pas les miens mais que tu abordes dans tes vidéos sur la manière de récupérer l'eau de pluie ou prendre de l'eau à la source. Enfin voilà, ça touche à la santé, l'alimentation, ça touche à tout un tas de sujets, l'éducation, l'école à la maison, on en parlait tout à l'heure. Et pour ma part, j'ai connu l'école à la maison avec mes parents. C'est peut-être aussi pour ça que je vais suivre pas mal de chemins et que je m'intéresse à beaucoup de choses. Je suis assez passionnée dans la vie. Et donc, je suis rentrée à l'école au CM1. Donc, avant ça, en plus, pas de frères et sœurs à la maison. Fille unique et donc je vivais dans un monde vraiment très adulte et pour le coup je m'exprimais aussi comme une adulte et la transition était rigolote mais intéressante quoi. Et je pense que ce parcours-là dans mon enfance, ça m'a permis d'une part d'avoir une grande liberté d'esprit, de pensée et une liberté dans la créativité. Et ça, je le retrouve dans mon travail, ce côté créatif et très entreprenant aussi, à faire plein de choses, quoi. Alors s'il y a quelques petites gouttes, je m'excuserai auprès des abonnés, mais c'est pas grave, il y a beaucoup de choses à partager. Donc, Léa, je crois qu'on n'a même pas précisé, on est en Dordogne ici. Oui. On n'est pas loin de, c'est quoi, Bergerac, la plus grande ville? Oui, voilà, ça va être Bergerac. On est situé entre Bordeaux et Bergerac. Et plus localement entre Montpont et Sainte-Foy-la-Grande. Voilà, on est à Montazo. Qu'est-ce qui t'a intéressé ici? C'est parce que tu voulais rester dans le coin? Oui, alors je suis native de Bergerac, j'ai grandi à la campagne au sud de Bergerac. Et ce qui m'a plu ici, en fait c'est la première maison que j'ai visitée quand j'ai contacté les agences. Et je cherchais un grand terrain, alors plus grand qu'ici, ici il y a 15 000 m². Je souhaitais plus grand, mais bon, j'ai été assez séduite par différentes choses. Le fait qu'il y ait des arbres qui soient déjà vieux sur le terrain et gros. Le fait que ce soit vallonné, parce que du coup, c'est pas monotone. On n'est pas sur un terrain qui est tout plat. Tu veux qu'on avance un peu, on en profite en même temps? Pourquoi pas, ouais. Je vais essayer d'éviter les gouttes, je me mets comme ça. Sinon, c'est un peu à l'abri des arbres. Oui, c'est une bonne idée. En même temps, comme ça, j'en profite pour poser des questions. Tu fais aussi de l'élevage de poules de Janzé. Oui. Tu veux qu'on aille même s'abriter là-bas et qu'on en parle? Comme ça, on fait une pierre. Oui, si tu veux. Allez, je t'accompagne. Très bien, allez. Je voyais aussi, j'espère qu'on le verra en drone, tu m'expliquais que tu faisais de la taille raisonnée, tu laissais
des espaces. Tu peux nous expliquer un peu comment tu c'est procèdes? une tonte, enfin moi j'appelle ça une tonte partielle, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais je laisse des zones, oui, quand je tonds. Alors ça dépend des saisons, hein. L'hiver c'est coupé partout, mais de toute façon on ne tombe pas en hiver, mais tu vois j'aime bien, déjà c'est très joli je trouve dans un jardin, parce que tu as des fleurs qui poussent, là il y a pas mal de marguerites, et puis ça permet aussi de faire des zones un peu où les insectes vont pouvoir venir vivre, et j'ai aussi des lézards verts, j'ai des nids de lézards verts dans les zones que je laisse comme ça non tondues. Des vers luisants aussi? Ouais, des vers luisants bien sûr, et puis ça attire les oiseaux qui viennent se nourrir aussi là, parce que l'herbe c'est aussi vraiment un endroit où les oiseaux viennent beaucoup se nourrir. Tu sais, je pense qu'on va... Viens, on va vers le chêne qui a l'air Ah multicentenaire. si tu veux. Comme ça, on sera protégé. Ok. Et parce qu'il est beau, et je pense qu'on pourra voir les poules en même temps. Alors pourquoi déjà les poules de Janzé? Dis-nous comment t'en es arrivé ici. Alors les poules de Janzé, parce que j'ai des ruches. Et donc là, c'est aussi vraiment à titre perso, et c'est plus pour la nature que pour récupérer du miel en fait. Que j'ai des ruches, c'est vraiment parce que je tiens à aider l'abeille. Je sais qu'elle est très... Elle est très perturbée aujourd'hui avec l'agriculture, etc. Et c'est important d'avoir des pollinisateurs. C'est-à-dire que je m'étais renseignée sur cette poule parce que je savais qu'il y avait une race qui lui permettait de lutter contre le frelon asiatique. Donc je me suis renseignée sur cette poule. Évidemment, pas mal renseignée sur Internet. Et puis donc je me la suis procurée. J'ai vu que ça fonctionnait plutôt pas mal. Et du coup, j'ai commencé en fait un petit élevage familial maintenant. Et parce que je me suis dit que ça pouvait aider d'autres apiculteurs et surtout l'intérêt c'est de lutter contre la propagation de ce frelon quoi. Donc voilà. Donc du coup maintenant j'ai des poules et des petits poussins en permanence. Ouais, je mettrai une petite... en plus, on a assisté à la naissance ce matin. Je mettrai une petite image en même temps. Et dis-moi, alors tu me disais qu'il y avait quand même des choses à prendre en compte pour le frelon. Comment tu procèdes pour que ça fonctionne? Eh bien, tu sais, les animaux, on les comprend beaucoup par l'observation. Il faut prendre du temps avec eux et puis beaucoup les observer, comme plein de choses d'ailleurs. Et la poule, elle fait pareil. Pour s'alimenter, elle copie beaucoup les autres. Donc s'il y en a déjà une qui le fait, de manger le frelon, les autres le voient et elles vont se mettre à copier et à faire pareil. Mais si tu prends une jeune poule noire de Janzé qui n'a jamais vu faire ses parents, ou qui a jamais été proche de ruche et qui ne connaît pas l'insecte, elle va voir passer l'insecte, elle va pas... Enfin, le temps qu'elle ait l'idée d'aller becquer cet insecte-là, il peut passer quelques années, tu vois. Et pendant ce temps-là, les gens qui ont peut-être acheté cette poule exprès pour leur ruche, ils vont se dire, la noire de Janzé, c'est du pipeau, ça marche pas. Oui. Tu vois, donc ça existe aussi. Ce qui fait que, moi, ce que je fais, c'est que, tu sais, en général, les apiculteurs, on a tous une petite raquette près des ruches. Donc, chaque fois que j'assomme un frelon, je le récupère et je le donne aux poules. Et comme ça, alors elles vont pas forcément le manger tout de suite si elles connaissent pas encore, mais déjà elles se familiarisent à la vue de l'insecte parce qu'il a quand même des couleurs vives et tu sais que les couleurs chez les animaux et notamment chez les insectes, ça envoie un message d'alerte pour dire je suis dangereux, ne me mange pas, ou je suis faussement dangereux, je te fais croire que je suis dangereux mais tu peux me manger, mais voilà, tu vois. Et donc au début elles peuvent crier un petit peu en disant ouh là là, il y a du jaune, il y a du orange, attention, attention, et puis après elles se familiarisent et la première qui commence à becquer, après tu as toutes les autres qui la suivent parce qu'elles le veulent, tu sais. Oui, il y a un effet de masse dès qu'il y en a voilà, un qui exactement. Donc je les habitue à en manger pour qu'après quand elles arrivent chez les personnes qui me les achètent, elles sont déjà prêtes quoi. Bon. Voilà, tu as le coq juste à côté. Bon Léa, ça fait la 3e fois déjà qu'on coupe. On a... Comme je dis souvent, vidéo pluvieuse, vidéo heureuse. Ah oui, bien sûr. Bon, alors tu me disais, quand on s'est arrêté et qu'on a été surpris par la pluie, ouais, on parlait des œufs. 170 œufs en moyenne par an? Ouais, 150, 170, c'est ça. Ouais. Voilà, et puis par contre, je trouve que ce sont de très bonnes mères poules. Hein. Elles s'occupent vraiment des petits très bien. Et même, elles peuvent avoir, tu vois, jusqu'à 20 poussins, j'ai fait. Et s'il en manque un, la poule, elle le voit tout de suite et elle va le chercher, quoi. Elle arrive à laisser les autres petits en stop à un endroit. Elle allait chercher son petit, elle fait tout le tour de la cabane pour jusqu'à le trouver s'il est coincé. C'est bien, Nora. Et dis-moi, tu me disais que, et ça je l'avais déjà vu, je l'avais déjà enregistré, tu me disais qu'il se perchait, et ça c'est un truc qui te plaît vachement. Tu peux nous en parler de ça? Ouais, ça c'est intéressant parce que tu vois, là où tu es, c'est l'ancien poulailler. Maintenant je m'en sers comme crèche, on va dire, pour les jeunes, pour les petits. Mais c'est l'ancien poulailler. Et ici, j'avais des poules de toutes sortes et j'ai toujours eu des poules depuis enfant. Et donc, une fois, j'ai acheté une poule sur un marché et cette poule avait du pou rouge. Donc,
connaissais le pou, mais pas spécialement le pou rouge. Et c'est vrai que c'est terrible quand tu en as. Après, tu peux plus t'en débarrasser. Le poulailler est infesté, ça pond partout. J'ai tout essayé, la chaux, de les brûler au chalumeau, enfin bref. Donc il a fallu que je condamne ce poulailler. Pendant 3 ans, je l'ai laissé fermer sans plus aucune poule à l'intérieur. Ça a fini par les tuer. Et mes poules, je les laissais dormir dehors. Et celles-ci, c'est vrai qu'elles s'adaptent très très bien dehors. Elles aiment se percher de toute façon, c'est ce qu'elles cherchent. Et elles peuvent aller jusqu'à 7-8 mètres de haut se percher. Donc là, tu vois, elles vont pas bien haut, elles vont dans cet arbre-là dormir. Mais si elles pouvaient aller plus haut, elles iraient plus haut. Et du coup, c'est vraiment avantageux, je trouve, parce que la poule, c'est un animal qui est assez fragile au niveau des voies respiratoires. Ils craignent la poussière. Ils ont vraiment besoin d'espace extérieur et de grand air. Et le fait de les fermer dans un poulailler, ben, c'est pas très naturel. Et ça nous cause à nous beaucoup de contraintes en fait. On recherche un certain confort en enfermant la poule le soir pour la protéger des prédateurs, pour pouvoir récupérer les œufs facilement, pour pouvoir la fermer si elle est malade, etc. Mais d'un autre côté, ça rend les poules plus facilement enrhumées. Il faut nettoyer et je sais si les poules, ça fait tous les jours et c'est sale rapidement un poulailler. C'est un nid à parasites. Et du coup, je suis très contente qu'elles dorment dans l'arbre. Et en plus, ça les rend beaucoup plus... Enfin, bon, la noire de Janzé, c'est une poule qui est très rustique, hein, déjà à l'origine. Mais ça la rend beaucoup moins fragile de dormir dehors. Et elles dorment dehors sous la pluie, qui vente, qui neige, qui gèle. Cet hiver, moi, elles avaient le dos tout blanc. C'est des poules noires, tu vois. Elles avaient le dos tout plein de givre cet hiver quand je venais leur donner à manger le matin. Et même la nuit, elles dorment la nuit? Ah ouais, elles dorment la nuit et ils gèlent au petit matin. Ben, elles sont sous les gelées et ça, enfin, elles sont bien plumées et elles n'ont pas froid, quoi. Elles sont bien dehors. Et elles se collent sûrement pour se tenir chaud? Elles se mettent les unes à côté des autres et puis des fois elles alternent, tu vois, une patte au chaud et puis l'autre. Voilà. C'est robuste, hein? Elles sont robustes, ouais. Ouais. Et je voulais savoir, le fait qu'elles se perchent, elles se préviennent s'il y a un prédateur, s'il y a quelque chose, est-ce que... Alors c'est vraiment le coq qui va plutôt faire ça. Quand il y a un rapace ou un oiseau qui passe, un oiseau d'assez grosse taille qui passe un peu trop près ou un peu trop vite, il va émettre un cri spécial qui va alerter les poules. Et alors là, tu vois tout le monde courir et hop, aux abris, quoi. Ah oui. Voilà. Et là, tu les vois toutes... Ouais, ah ouais, elles se mettent toutes à courir et puis elles se mettent à couvert un peu sous les arbres ou là, sous la cabane, le temps que ça passe. Dis-moi, tu nous disais au début, bon je passe du... Attention, mauvaise blague, je passe du coq à l'âne. Oui. Tu nous disais que tu es aussi ébéniste d'art. Oui. Est-ce que tu fais ça plus parce que tu étais trop enfermée quand tu t'occupais justement de tes projets en tant qu'ébéniste? Qu'est-ce qui a fait que les poules, t'en avais jeunes? Qu'est-ce qui t'a... Oui, des poules, je te dis, j'en ai toujours eu. Donc j'aime bien. Puis bon, là aussi, c'est une question d'autonomie aussi. Puis celle-ci, bon, c'est en plus... un moyen de préserver une race ancienne parce qu'elle a failli s'éteindre. Hein. Et d'ailleurs, on est toujours en train de, enfin, les éleveurs de cette race-là sont toujours en train de faire des sélections et moi aussi pour éviter les traits qui ne correspondent pas à cette race. Donc, elle a plusieurs utilités. Une fois, enfin, ça va être pour les œufs, ça va être pour les ruches, ça va être parce que c'est un animal qui est sympa aussi. La poule, c'est un bon animal de compagnie. Ça nettoie le terrain, ça nettoie le jardin. Moi, je les ai aussi pour les moutons parce que j'ai des solognos et c'est intéressant pour déparasiter les moutons. Ces poules-là en particulier, qui n'hésitent pas, voilà, elles n'hésitent pas à monter dessus. Les moutons se laissent faire et s'ils ont des tiques, elles vont manger les tiques sur les moutons. Et après, elles sont aussi beaucoup utilisées dans les vergers pour éviter tout ce qui est traitement insecticide. Parce qu'elles grattent tellement le sol et puis elles vont tellement se percher dans les arbres qu'elles vont manger beaucoup de nuisibles au niveau des vergers. Le carpocaps, des choses comme ça? Ouais. Voilà. C'est une poule qui est très complète. Après, c'est une poule qui va être un peu plus compliquée, je pense, à parquer du fait qu'elle vole très bien. Je la conseillerais plus sur des grands espaces, même si on peut la mettre en poulailler traditionnel, hein, elle s'adapte aussi. Mais je dirais qu'elle est quand même plus faite pour des grands espaces. Et voilà, et c'est sûr qu'une petite clôture, enfin c'est pas la poule en fait qui attend qu'on lui donne à manger et qu'on l'engraisse. Celle-ci, elle va vraiment aimer chasser et partir à la rencontre de sa nourriture. Oui, et puis tu me disais, elle montrait aux enfants aussi des jeunes, elle leur dit où il faut aller... tu sais, quand on parlait de la nourriture, quand il y en a un qui suit, c'est quelque chose qui reproduise des jeunes. Oui, c'est ça, les petits enregistrent très vite ce que fait la mère, ouais. Mais bon, ça c'est valable quand même pour toutes les poules, je pense. D'accord. Parce que, enfin, on en avait parlé, hein, j'ai récupéré des poules rousses
qui étaient gentilles comme tout, mais c'est vrai qu'elles étaient absolument pas autonomes et parquées dans... Les poules de réforme, elles perdent leurs réflexes, elles sont tellement habituées à ce qu'on leur donne la nourriture et pas avoir besoin de la chercher, puis en plus elles connaissent même pas l'environnement naturel, et donc elles savent pas ce que c'est qu'un brin d'herbe, elles savent pas ce que c'est que d'aller gratter pour chercher sa nourriture, et je pense qu'elles peuvent être effrayées aussi par le monde naturel qui les entoure subitement quand elles connaissent qu'un hangar, tu vois. Et un sujet que j'aurais aimé aussi aborder, c'est... Écoute, t'as 2 heures. Ouais, on en parlait hier quand tu es arrivé, sur le fait de consommer ou pas la viande des poules. Alors, moi, j'ai très longtemps, non pas été contre, mais très longtemps, je n'aurais pas pu le faire, parce que vraiment, j'aime les animaux et j'essaie du mieux que je peux de les respecter. Mais au final, je ne suis pas non plus végétarienne. Et tu vois, quitte à consommer de la viande, je trouve que c'est beaucoup mieux de consommer de la viande d'un animal qui a été heureux, qui a grandi en plein air, qui a profité vraiment de sa vie, plutôt que d'acheter de la viande sous cellophane ou enfin peu importe où. Où en fait tu consommes déjà pour toi un mauvais produit parce que c'est de la viande qui a pris des antibiotiques, des vaccins, de la mauvaise nourriture. Et au final, tu encourages un commerce tu encourages un mode d'élevage qui n'était pas en accord avec mes principes, mes soi-disant principes de bien-être animal, quoi. Donc je préfère autant consommer la viande de mes animaux. Donc quand je parle de la viande de mes animaux, ça va être uniquement les coqs que je ne vends pas, parce que je vends plus de poules que de coqs. Mais au final, je sais qu'ils ont une vie heureuse et je mange de la bonne nourriture aussi, quoi. Regarde, voilà. Elle est belle cette image là, il est entouré. Oui. Et puis tu sais, on parle aussi souvent des conditions d'élevage, mais il y a aussi les conditions de mort de l'animal. Et même si, je sais que ça c'est dans le regret de beaucoup d'éleveurs qui sont justement dans cette optique de bien-être de l'animal et qui les élèvent avec soin et avec amour. Et au moment de l'abattage, ils sont obligés par rapport aux normes de les emmener aux abattoirs. Et là, pour le coup, ça se termine mal. Enfin, c'est pas la mort qui fait que ça se termine mal, mais c'est les conditions de la mort. C'est tout le stress du transport, tout le stress à l'arrivée parce que ça sent la mort dans un abattoir. Et ça se ressent pour l'animal, il le ressent, il le perçoit. Et donc, il vit un peu une horreur, quoi, en arrivant là. C'est dommage après C'est dommage après tout ça, ouais. C'est dommage. Et beaucoup d'éleveurs regrettent ça. Je sais qu'il y a un combat là-dessus en ce moment, ces derniers temps. Et mise à mort, c'est quoi? Tu mets la tête dans un cône et tu le saignes? Oui, c'est ça. D'accord. Ouais, c'est ça. Et j'ai pas d'animaux. Enfin, moi, ils se débattent pas, ils crient pas, ils sont pas stressés avant. Tu vois, je suis sereine en le faisant. Je suis ok avec ce que je fais et donc j'ai pas de scrupules, je me fais pas de reproches, je me dis pas oh mince c'est dommage. Enfin, je me sens bien dans ce que je fais, donc je suis cool et l'animal le ressent aussi et il est tranquille, tu vois, il part tranquillement. Et je présume que quand tu t'occupes aussi bien d'un animal et que tu dois le tuer, là il n'y a pas de gâchis, là. Chaque élément, ouais, est bien. Mais c'est sûr parce que du coup les restes, alors déjà il y a peu de restes, mais s'il y a des restes, ça part pour nourrir mon chien, mes chats. Voilà, il y a rien de perdu, c'est sûr. Ouais. Et tu savoures ta nourriture. C'est sûr que tu n'as pas envie d'en gaspiller. Tu vas faire des soupes et des ressoupes avec ce qui te reste, tu vois. Et puis voilà, c'est du plaisir et tu rends ce qui reste, tu le rends à la nature et voilà, et c'est un bon cycle comme ça. Il me semble qu'il fait beau. On va marcher un peu? Ouais, pourquoi pas. Génial, je t'accompagne. Dis-moi, j'en profite, je pose des questions. Tu veux qu'on aille après voir les solognos? Qu'est-ce que tu voulais nous... Tu m'as dit que tu voulais pas rentrer voir les solognos à cause de ton micro, mais... Parce que j'ai, la dernière fois, je sais... aller les voir vite fait par là, ouais. Je salue Terence qui sait de quoi je parle. Un jour, je suis allé filmer justement des moutons, il y avait des solognos. Et j'ai... T'as perdu ton micro. J'ai un micro qui a été bouffé. Donc ils sont... Mais là tu vois ils sont planqués parce que là ils sont tous à la cabane. Et alors les moutons c'est pour tondre ou tu te nourris avec Non, je me nourris pas avec. Ce pas-là je l'ai pas fait encore. Je dis pas que je le ferai jamais, mais pour l'instant je suis pas prête en tout cas. Donc les solognos, l'idée c'est... déjà c'est une race qui est intéressante parce que c'est un mouton qui est pas fragile, qui a pas besoin d'une nourriture très riche non plus. Ce sont de très bonnes mères qui abandonnent peu leurs petits.
C'est des mères qui ne manquent pas de lait non plus, même si la nourriture n'est pas abondante dans leur pré. Elles ne manquent pas de lait, donc il n'y a pas besoin de biberonner les petits, ce qui veut dire que tu n'y passes pas du temps. Tu vois, moi, avec les activités que j'ai, je trouverais difficilement du temps pour biberonner un petit si elle en fait 2, admettons, et qu'il y en a un qui n'a pas assez de lait. Mais je ne sais pas où je trouverais le temps pour m'en occuper, quoi. Donc je le prendrai évidemment, mais donc voilà, il y a beaucoup d'avantages avec cette race de mouton. Et du coup, bon, bah, voilà, j'ai des petits chaque année, mais du coup que je vends aussi dans l'idée de faire de l'agriculture biologique, du défrichage. Voilà, c'est vraiment pour nettoyer entre les rangs de vignes. Mais tu vois, il y a 2 petits par an et c'est tout, quoi. Les bêtes, ça te prend beaucoup de temps? Pardon? Par semaine ou par mois, par an, ça te prend beaucoup de temps les bêtes? Non, déjà avec toutes les activités c'est du temps tous les jours, mais c'est du plaisir tous les jours. Et c'est, comme je te disais, autant c'est sûr je passe beaucoup d'énergie à ce que je fais, mais ça m'en donne tout autant, sinon plus. Donc je le recherche tout ça. Et les animaux, j'ai l'impression moi de ne pas y passer beaucoup de temps. Je donne à manger à tout le monde le matin quand je me lève. Et puis après c'est pas beaucoup de temps, non. La tonte maintenant je la délègue. Ouais. Vas-y. Hop, ouais, la tonte maintenant je la délègue. Je faisais avant, mais ça me prenait 1 heure, 1 heure pour tondre un mouton, parce que je faisais très attention à pas les blesser, et puis surtout j'ai pas le coup de main. Et maintenant je fais venir quelqu'un, quoi. Mais bon, tu vois, il n'y a pas beaucoup de moutons non plus, quoi. Tu t'en sers de la laine? Non, alors oui, je m'en sers maintenant pour pailler. Si j'ai besoin de pailler, c'est super, ouais. D'accord. Ouais, c'est le seul usage que j'ai trouvé intéressant, parce qu'avant je la brûlais, je savais pas quoi en faire. Oh. Non, mais c'est vrai, je savais pas quoi en faire. Enfin, on peut faire pas mal Oui, mais ça prend de la place. Et puis, tu vois, alors le premier réflexe que tu as, la laine, tu te dis, bah oui, tu vas tricoter un truc, mais alors il faut la nettoyer, il faut la filer, il faut faire les pelotes, après il faut tricoter, enfin, tu vois le travail, quoi. Oui, donc, du lainage, c'est un gros boulot. Donc voilà, et les chèvres naines, j'avais pris des chèvres naines au début parce que bon, c'est un animal de compagnie qui est sympa. Et surtout, tout ce que tu vois ici, c'était que de la ronce, là, tout ça. On ne pouvait pas traverser d'une zone à une autre. Ah oui, d'accord. Et tout ça, c'était vraiment que de la ronce et des broussailles, il y avait des pruniers sauvages, etc. Donc les chèvres m'ont donné un bon coup de main pour nettoyer le terrain quand je suis arrivée. Et voilà, et maintenant c'est même limite trop clean dans leur pré. Elles m'ont tué pas mal d'arbres. Un golf maintenant. Ouais. Elles m'ont tué pas mal d'arbres. Il y en a que j'ai protégé, tu vois, que j'ai entouré avec du bois. Parce que sinon elles rongent l'écorce. Alors les chênes encore pas trop parce qu'ils ont une écorce assez épaisse. Mais les charmes par exemple, bon ça je les protège parce que sinon ils sont vite morts, quoi. Les frênes pareil. Et bon là il me reste 3 chèvres naines. Et elles arrivent en fin de vie maintenant, donc d'ici 2 ans, j'aurai que des moutons et je ne vais pas reprendre de chèvres naines, quoi. Sinon, ça sera trop nettoyé et après c'est nuisible au final pour les végétaux et pour la biodiversité. Ça vit combien de temps une chèvre? Une chèvre, il faut compter 15 ans. 15 ans, d'accord. Mais le mouton, ça peut vivre beaucoup plus, ça peut vivre 10 années de plus. Ah ouais? Ouais, ça peut aller jusqu'à 25 un mouton. Ah oui, quand même. Ouais. Et dire qu'on mange des agneaux, des fois? Ben oui. Et oui. Donc voilà, puis alors après, tu vois, il y a une partie en haut du terrain que je laisse sauvage, pour le coup, et là c'est plus pour avoir soit du potentiel à l'avenir à faire autre chose, ou planter des arbres fruitiers, mais bon là vraiment je laisse la nature pour l'instant, et c'est bien, ça permet d'aller l'observer aussi avec ma fille, sans avoir besoin d'aller se promener ailleurs que chez nous. Tu sais, c'est pas mal de se promener chez soi aussi. J'insiste là-dessus, ouais. Parce que ça m'avait vraiment intéressé. Tu es mère célibataire avec une enfant. Oui, j'ai une fille de 5 ans, oui. Et alors ça me plaît parce que combien de fois j'ai entendu des personnes dire « Ah, c'est bien facile d'essayer de tendre vers l'autonomie ». Et dans une des excuses que j'entends souvent, « Oui, mais j'ai des enfants ». Alors moi, j'en ai pas. Mais dans ma tête, j'étais là « Mais c'est une force, les enfants. Si on fait ça, c'est aussi pour leur montrer un… » Ah oui, on a envie de s'engager pour eux encore plus fort, ça c'est sûr, ouais. Donc enfin, je peux présenter, voilà, c'est quoi maintenant l'excuse? Trouvez-moi des excuses en commentaire maintenant, des excuses. Oui, je suis maman solo et je suis maman solo depuis 4 ans maintenant. Tu t'es pas lancée seule au début sur le projet, mais… Non, mais le projet n'était pas le même. Enfin là, le projet, il est né plus depuis que je suis seule en fait. Hein. Ouais. Mais voilà, puis là c'est chouette parce qu'il y a plein de choses qui bougent. Et plein de choses qui bougent, surtout ça va dans le sens maintenant, tu vas vraiment vers ce que tu veux, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça.
Bon, dans les nombreuses activités, je vois aussi, il y a des cabanes en bois au fond. Oui, le petit chalet. Des chalets. Oh, excuse-moi pour cabane, je sais pas Oui, si non, mais c'est... t'as raison, c'est une cabane, c'est pas un chalet, parce que quand on dit chalet, c'est plus les chalets de montagne. Moi, ça n'a rien d'une maison, c'est juste une petite chambre avec une partie sanitaire. Est-ce qu'on peut aller filmer la partie sanitaire? J'avais ouais, trouvé ça super sûr. sympathique. Est-ce qu'on a nettoyé ce matin? Ouais, on va voir. Oui, parce que vous avez dormi là cette nuit, ouais. Et oui, parce que ce qui est intéressant, c'est aussi d'expliquer que les personnes qui seraient alertes sur ce que tu présentes, tu fais de l'accueil pour une nuit pour oui, c'est ça, ça fait un petit gîte. L'idée, c'est en fait, je vais reprendre un peu à la base. En fait, dans tous les sens. parce que là, on parle de deux choses, de deux activités. Il y a donc mon travail, je suis ébéniste et ça c'est mon boulot. Donc c'est fabrication de meubles, de mobilier sur mesure ou de la création. Et là cette année, j'ai vraiment lancé une seconde activité qui s'appelle Chez Plumette. Et Chez Plumette, c'est tout ce que tu es en train de filmer. C'est les poules, donc pour la lutte contre le frelon asiatique et aider des apiculteurs. Les moutons, ça va venir plus après, je pense, si ça vient un jour, parce que c'est plus pour mon plaisir le mouton et c'est pas vraiment pour faire de la vente de moutons. Il y a la location du petit chalet, oui, là, l'idée, c'est aussi de permettre, en fait, l'idée générale de Chez Plumette, c'est de permettre à l'homme, enfin l'humain, de trouver des solutions faciles et à sa portée suivant si je suis à la ville, si je suis à la campagne, si j'ai des enfants, si j'en ai pas, si je travaille pas, si je suis vieux, si je suis jeune, voilà, tu vois, selon cas de figure et de pouvoir amener des solutions et puis surtout inspirer, donner plein d'idées quoi. Donner plein d'idées parce qu'à partir de petites choses toutes faciles, on peut vraiment faire bouger de grandes choses des fois. Et donc là le chalet, c'est donner l'opportunité de passer une nuit en pleine nature. Enfin, en pleine nature, c'est pas non plus la nature sauvage, mais on est à la campagne. Et tu vois, il y a vue sur la nature, il n'y a pas de vis-à-vis. On voit les poules, on voit les chèvres, les moutons évoluer dans le terrain. Il y a les ruches ici aussi, on peut faire un peu d'observation. Il y a les vergers tout autour. Et voilà, et on dort avec... il y a juste une moustiquaire qui ferme, donc il n'y a pas de porte, il n'y a pas de vitre. Ça ne reçoit pas l'hiver. Ce qui fait que la nuit, non, c'est pour utiliser du printemps jusqu'à l'entrée de l'automne, on va dire. Et l'idée, c'est de vraiment profiter des sons de la nature, se familiariser avec ce milieu et entendre la chouette la nuit, tu vois, quand tu dors, ou voir les chauves-souris passer le soir. Et voilà, c'est vraiment faire une approche avec la vie à la campagne. Et puis, du coup, les gens qui viennent ici peuvent s'inspirer, on en parlera tout à l'heure, des bacs permacolle et de différentes choses qui sont en place ici quoi, pour soit faire pareil ou prendre des idées. Voilà. On est d'accord que sur les bacs permacolle, tu as vraiment allié les deux. Tu me disais qu'il y avait deux parties distinctes entre ton métier d'ébéniste oui, complètement, ouais. et tout ce qui est proche de la nature. Oui, là, je le regroupe comme ça. Oui, les bacs permacolle, c'est aussi du Chez Plumette. Aussi, ouais. Et tu as lancé cette activité il n'y a pas longtemps pour les chalets. Oui. C'est quoi les personnes qui sont venues jusque-là? J'ai de tout, j'ai des Français, mais aussi pas mal d'étrangers. Et soit j'ai des gens qui connaissent pas forcément le logement insolite et qui vont être agréablement surpris et qui vont trouver que c'est une expérience pour le coup qui les change, tu vois. Mais enfin, jusqu'à présent, j'ai eu que des commentaires très positifs. Ce qui me reste encore à améliorer, c'est, ou du moins à faire, j'aimerais bien faire une petite cuisine extérieure de manière à ce que les personnes qui restent quelques jours ou quelques semaines puissent plus facilement se préparer à manger et tout ça, parce que l'idée c'est de faire un camping amélioré en fait. Donc là pour l'instant il y a de quoi dormir, et puis il y a la partie sanitaire qui est sous un thème on va dire très naturel, tu vas le voir. Simple et naturel, ouais. Voilà, c'est ça. Mais on revient à des fondamentaux, parce que c'est coupé d'électricité et il n'y a pas d'eau courante non plus. Donc il y a de l'eau, mais c'est dans des réservoirs et après on pourra puiser l'eau à la source. Donc la source, je vais l'améliorer pour pouvoir, comme à l'ancienne, puiser l'eau à la source. Et ça t'est venu comment, donc le fait de recevoir, tu me disais, tu avais envie que les gens s'imprègnent. Est-ce que toi, tu as déjà fait ce genre de voyage ou ce genre de nuit Pas du tout. Ah, pas du tout, d'accord.
Non, je pensais que ça t'avait donné un déclic et tu t'es dit vas-y. Tout. Mais depuis que j'ai acheté ici, j'ai l'idée de faire quelque chose. Alors je pensais faire plutôt une maison troglodyte, creuser parce que tu vois, il y a de la butte. Et donc je pensais creuser et faire une maison troglodyte. Et au final, à l'époque, mon conjoint n'était pas d'accord parce que bon, il avait peur que ça tienne pas, que j'y arrive pas, que ci, que là. Donc ça s'est jamais fait. Ce qui fait que le jour où il est parti, j'ai tout de suite monté mon chalet. Et pour le coup, j'ai pas fait une maison troglodyte parce que je voulais quelque chose de rapide et d'efficace, quoi. Il fallait que ça se fasse vite. Et je savais mieux où j'allais avec le chalet qu'avec une maison troglodyte où ça aurait été plus expérimental pour moi. Voilà. Donc du coup là j'ai privilégié l'efficacité et la rapidité et le travail du bois, je connais donc... Voilà, tes connaissances déjà acquises, c'était plus simple. Ouais. Tu veux qu'on se rapproche? Attends, je fais juste gaffe où je passe. Ouais, fais attention de ne pas glisser ici. Hop, et là c'est... Là c'est la cabane des chèvres, mais les poules y vont pour pondre très souvent. Ouais, il y a une squatteuse là. Ouais, à mon avis... Ouais, mais c'est qu'elle attend son tour. Ah, excellent, j'ai pas... Tu vois, sous la palette. Je mets des palettes en hauteur parce que les chèvres aiment beaucoup dormir perchées. Ouais. Parce qu'elles craignent l'humidité. Et même en extérieur, je ne sais pas si tu as vu tout à l'heure, j'ai fait une sorte de terrasse. Et elles aiment beaucoup aller faire la sieste là au soleil. Donc tu vois, il y a une poule qui pond sous la palette. Et donc l'autre, elle attend son tour. Ah, c'est génial. Elle est pas contente là, celle qui pond, c'est normal. Et donc, elle attend, t'as le ticket, ouais, c'est bien, elle a le ticket, elle attend. C'est trop mignon, ça n'empêche. Et elle attend patiemment, elle dit rien, elle nous regarde, elle est un peu étonnée. Elle attend son tour. J'aime bien observer des trucs comme ça. Ou elle est pas contente dedans. Hein. Non, mais l'autre, elle crie comme ça parce qu'elle a décidé qu'elle voulait couver. Mais sauf que, tu vois, il y a quelques jours, elle couvait dans le panier blanc là-haut en fer. Et elle a vu qu'en dessous, les poules venaient pondre, donc il y a plus d'œufs. Et donc du coup, elle a piqué le nid des autres qui viennent pondre. Donc là, elle veut pas laisser son nid, elle veut pas libérer la place. C'est pour ça qu'elle crie. J'en ai déjà une qui était comme ça, ouais. Et c'est agressif. Hein. Enfin, moi, tu pouvais pas te rapprocher. Ça dépend. Quand elles te connaissent bien, elles te laissent faire, mais c'est vrai que. Oh, pourtant elle me connaissait, mais je sais pas. Là, c'était la protection, l'instinct maternel. C'est l'instinct de protéger. T'as des beaux arbres. Alors là, il y a un petit verger ici. Là, c'est des arbres qui ont une dizaine d'années maintenant, une bonne dizaine d'années. Donc il y a des prunes dentes, il y a poirier, pommier Canada, là tu as un reine Claude, un petit abricotier, mais alors ça, les abricots, je pense que j'abdique maintenant, c'est le troisième ou quatrième que je plante, en sélectionnant des variétés qui s'adaptent bien au sol que j'ai, au climat, etc. Mais alors c'est compliqué ici, je trouve, l'abricotier, ou alors c'est moi qui sais pas faire. Mais... T'as acheté en local en plus, tu me dis, t'es allé voir les pépiniéristes du coin. Donc voilà, mais par contre, tout ce qui est pommes, prunes, pêches, poires, ça fonctionne très bien. Les plaques miniers, comme je te disais hier, c'est compliqué aussi, mais je pense qu'entre les gelées et le manque d'eau, il faudrait peut-être que je les plante un peu plus bas ici. Là ils trouveraient de l'eau ici, mais je sais qu'il faut des sols drainés, donc je les ai mis un peu plus haut, mais c'était peut-être une erreur de ma part. J'espère que j'arriverai à filmer le contraste entre là où tu as moins tendu autour. Oui, et les allées. Alors, tu me parlais des tontes, tu sais, tout à l'heure, des tontes partielles. Donc, je laisse des petites zones, c'est bien pour la nature. Mais alors après, donc moi, je tonds avec un tracteur, un autoporté. Et au départ, je faisais ça sans avoir les moutons. Et du coup, quand l'herbe est haute et que tu fais ta tonte de propreté de fin de saison, tu vois, pour remettre court et pas, pour le coup, pas te laisser envahir, du coup, je m'apercevais que ça détruisait aussi beaucoup de nids, des petits rongeurs, des mulots qui s'étaient installés, ou des nids d'insectes ou autres. Et c'était un crève-cœur, quoi. Je me disais, t'as fait ça, puis au final, c'est pour tout détruire derrière, donc c'était bête. Donc la meilleure idée, ça aurait été de faire à la faux, je pense. Tu vois, de le faire à la faux, le premier coup, puis après, tu tonds. Et sauf que la faux, j'avais pas le temps. Je vais te dire, je cours dans mes journées, donc j'avais pas le temps du tout. Et maintenant j'ai les moutons, donc ce que je fais c'est que là tu vois j'ai laissé une plus grande zone, donc ça m'économise du temps de tonte et du carburant et tout. C'est bien parce que c'est la période où vraiment qui est favorable pour tout ce qui est insectes, etc. Ils vont venir s'installer. Je te disais j'ai même des lézards verts, ça c'est génial, je suis trop contente quand je vois des lézards verts sortir de là. Et du coup, toutes les parcelles qui sont proches de là où sont les moutons après je les sors et je les parque avec des filets. Voilà, et donc du coup, le mouton, lui, il ne va pas nuire pour les insectes, ni les mulots qui se sont installés, etc. Et une fois qu'ils m'ont tout nettoyé, là, je peux venir tondre après si je veux, tu vois.
je devais te rappeler qu'on devait parler des filets. Et malheureusement, il peut y avoir des le filet, je pense que c'est bien de parler des échecs aussi. Et là, j'en ai eu un gros cette année parce que le filet, bon, je connaissais par d'autres personnes qui l'utilisent et qui en sont très contents. Donc je m'étais dit, il faudra que j'en achète un. Puis j'ai fait le pas cette année. Alors effectivement, j'en étais très très satisfaite au début parce que génial quoi, les moutons, du coup, ils me tondaient tout. Donc sur les premières tondes, j'avais pas besoin de les faire. Tu vois, ça me faisait gagner du temps et c'est économique et puis c'est écologique et c'est super. Les moutons, ils étaient super contents parce que l'hiver, t'as plus d'herbe et l'herbe du printemps, ils l'attendent, ils sont impatients quoi de sortir. Donc ils étaient trop contents que je les sorte pour manger l'herbe ici. Et donc j'ai laissé la nuit le jour à raison de quelques jours parce qu'il faut les déplacer assez rapidement et ils mangent vite. Et la brebis a eu 2 agneaux cette année. Et donc je la laissais sortir ici avec ses agneaux. Et un dimanche matin où il y a eu chasse, une battue je pense, on entendait les trompettes, les chiens qui hurlaient à la mort, etc. J'ai vu en me levant le matin par la fenêtre, j'ai vu que les moutons étaient sortis de leur enclos. Bon, donc du coup j'ai vite chaussé les bottes et je suis vite sortie voir. Et en fin de compte, il y a un des 2 petits qui était resté coincé dans le filet. La clôture était branchée, donc je te laisse imaginer dans quelles conditions il est parti. Et voilà, donc je m'en suis voulu, tu peux pas t'imaginer, toute la journée j'ai pleuré de ça, je pense. Et voilà, bon, ça m'a servi de leçon, mais je m'en suis voulu parce que je me suis dit, mais pourquoi t'as pas pensé à ce risque en fait? J'y ai pas pensé parce que j'étais en confiance, j'ai une voisine qui utilise ça avec ses chèvres, qui a pas de souci, un ami aussi avec ses moutons, il a pas de souci, tu vois. Et donc je me suis posé la question si le souci c'était parce qu'il y avait eu des bébés. Et que dans ces cas-là, on n'utilise plutôt qu'avec des adultes. Et en fin de compte, en faisant mes recherches, je m'aperçois que les accidents sont très fréquents avec les filets. Quand je l'ai acheté, aucune notice, rien, 0 information, hein, rien du tout dedans, hein, pas de précaution, enfin ils te disent pas quoi s'il y a des choses à faire ou à ne pas faire. Et donc voilà, en faisant mes recherches, j'ai vu que tu as des béliers adultes qui peuvent se prendre les cornes et une fois qu'ils sont coincés, à la première châtaigne, forcément ils paniquent. En paniquant, ils s'en mêlent encore plus. Donc si tu mets le jus, ils meurent électrocutés. Si tu mets pas le jus, ils s'habituent à s'approcher du filet, donc ils s'en mêlent encore plus facilement dedans et puis ils peuvent mourir en étant coincés ou étouffés ou étranglés. Donc voilà, donc au final, la solution pour moi, ça a été maintenant, je continue à utiliser le filet. Même s'il y a des jeunes, mais par contre, je les laisse pas la nuit, donc je les rentre le soir. Ils savent et ils suivent, hein, et j'ai pas de chien de berger, mais mais ils le savent et ils suivent bien, ils rentrent bien. Et donc je le fais que en journée, je le fais que quand je suis là. Il faut que je m'absente pas, tu vois, et les laisser tout seuls. Et je mets pas systématiquement la clôture électrique non plus, parce que s'ils savent que c'est électrifié, ils ont testé 1 fois, 2 fois, ils vont pas non plus aller se frotter, quoi. C'est pas comme la chèvre qui est très insistante. La chèvre, tant qu'elle n'a pas la clôture électrique, elle peut se coincer la tête 50 fois dans le grillage à mouton et pas pouvoir ressortir puisqu'elle a des cordes, tu vois. Et elle va te le refaire et te le refaire à l'infini, quoi. Elle comprend pas. Non, ou elle veut pas parce que l'herbe est toujours meilleure derrière. Ah, ça c'est sûr. Attirée par l'appât du gain et de la nourriture surtout. C'est ça. Et tu as entendu le coq là? Ouais. On a entendu le ah, tu sais comment il crie? Ça c'est parce qu'il a vu un oiseau, soit un rapace ou il y a une palombe qui est passée vite. Okay. Et donc il a crié comme ça pour signaler qu'il y a un oiseau qui est passé, quoi. C'est le même. Là t'en as qu'un seul J'ai 2 coqs. J'ai celui-là qui est. Alors lui là, il est le plus chanceux parce qu'il a toutes les poules pour lui et il a tout l'espace. Et j'en ai un autre qui est pour l'instant enfermé parce que sinon ils se battraient tous les 2. Et j'ai pas encore le parc. Suffisamment prêt pour accueillir le 2e coq. Et en fait, j'ai pris un 2e coq pour faire 2 familles différentes pour éviter la consanguinité et pouvoir fournir coq et poules non consanguins. Okay. Voilà, donc ça sera en place l'année prochaine, des familles non consanguines. Pour l'instant, j'ai pas assez de poules pour le faire et j'ai pas l'enclos adapté encore pour cette 2e famille. Voilà, mais encore le coq est là. Un job à faire, alors faire l'enclos. Eh oui. Bon alors, donc voilà. Alors c'est bien, aussi... c'est qu'on part dans tout. J'adore, hein, on part c'est bien avec des anecdotes et tout. Donc, tu as fait ça vraiment, tu me disais, pour que les personnes ils puissent avoir leur intimité, leur indépendance. Oui, c'est ça, accueillir tout type de profil, mais tu vois, j'ai pensé notamment au profil un peu typique du citadin qui ne connaît pas du tout la nature, qui aimerait bien faire un pas, mais qui ne sait pas par où commencer, qui a besoin de se familiariser, mais où, comment, tu vois. Donc là, on peut venir passer quelques nuits ici au chalet, ou à la cabane, on l'appelle comme on veut.
Et puis donc ici c'est la partie sanitaire. Donc là l'idée, alors tu verras, j'utilise beaucoup on le voit mieux par l'intérieur, tu vois. J'utilise beaucoup le treillis comme ça. Donc ça c'est ce qu'on utilise pour mettre dans les dalles quand on fait du béton. Hein. Et alors c'est intéressant parce que ça coûte pas trop cher. Bon, ça a augmenté un petit peu parce que le métal a pris évidemment, mais ça reste quand même très abordable. Et moi j'utilise beaucoup en structure pour faire grimper des végétaux. Une fois que les végétaux sont grimpés dessus, bah, ça te fait des murs végétalisés, quoi. Donc tu vois, et j'attache mon rosier facilement parce que contre un mur c'est pas forcément évident d'attacher un rosier. Et là bah, tu vois, je mets des petits attends, je sais pas si j'en ai un là. Tu vois, je mets des petits tendeurs comme ça. Et je l'accroche au fil de fer et du coup ça me tient le rosier et c'est très pratique. Et puis je déplace mes tendeurs au fur et à mesure qu'ils poussent. C'est excellent. Voilà. Et puis surtout le fer à béton c'est robuste hein, voilà, pour porter donc, du poids. Exactement. Et donc voilà, donc en attendant, pour avoir un peu d'intimité, en attendant que la végétation pousse, j'avais mis une brande. Mais la brande, on sait très bien que ça ne dure pas très longtemps parce que les oiseaux ils viennent piquer des branches pour faire leur nid, tu sais. Oui. Et donc, nous, bah c'est oui, les vents. facile. Les vents, ça le disloque, ça. Ouais, voilà. Et donc, j'ai mis ça en attendant que la végétation pousse, mais là, ça commence à bien couvrir. Voilà, donc ici, il y a il y a un petit lave-main. Donc là, bah, tu vois, c'est comme à l'époque, je mets un pichet d'eau et puis on se lave les mains comme ça, il n'y a pas de robinet. Ouais, dans une pierre. C'est un galet taillé. C'est chouette, hein. Ça, j'ai récupéré sur le bon coin, ça. Ah ouais, bah, ouais. Tu vois, c'est un galet qui est taillé, qui est creusé. Donc, tu as un aspect très brut derrière. Après, les vitrages, c'est de la récup. Ok. Voilà. Et puis ici donc, tu as la partie douche, bah, tu peux rentrer. Je vais rentrer, mais attends, je filme juste en bas aussi. C'est tout oui, ça. alors là, j'ai mis du galet. Ben ouais, mais là, tu sais, je me suis fait une tendinite qui m'a duré 1 an. Elle est juste en train de partir, là. À cause du... Les galets, parce que je suis allée chercher ça avec le fourgon à la carrière. Okay. Et comme c'est un fourgon qui n'est pas à benne, il n'est pas plateau, donc j'ai tout chargé à la pelle. Donc, mais quand j'y vais, je veux que ce soit efficace. Moi, il faut que ce soit fait la journée, tu vois. Donc, je sentais que j'avais chaud au bras, tu sais, mais je me suis dit, mais non, allez, ça ira mieux ce soir, c'est de la fatigue. Sauf que c'était une tendinite que je me faisais. Mais bon. Et ça doit être handicapant après pour ton boulot, pour après. Oui, ça m'a embêté. Bon, bah, j'ai travaillé quand même, hein, mais bon. Alors voilà, donc, donc là, il y a 3 tonnes de cailloux. Parce que tu vois, j'ai mis une bâche en dessous, parce que ça, c'est de la potentille sauvage, là. Ça, c'est une... Alors, j'aime bien les plantes, hein. Je sais qu'elles sont toutes utiles, mais celle-ci, elle est vraiment casse-pied. Parce que tu vois, ça rhizome, là, et puis ça te refait des racines, et ça fait des grandes carottes. Tu n'arrives pas à les enlever, et ça pousse partout, ça rampe, et puis hop, ça refait racine. Et donc, pour éviter ça, j'ai mis ça. Et puis là, il y a 20 cm de galets après, partout au sol, pour éviter qu'il y ait des mauvaises herbes qui poussent, parce que, je te disais, j'ai pas le temps. Et je veux me limiter l'entretien le plus possible. C'est pratique voilà. Les galets pour... Bah, les galets, du coup, c'est super parce que j'ai rien qui pousse par en dessous. Donc, il faut que j'évite, tu vois, qu'il y ait des feuilles qui tombent et qui viennent faire de l'humus au fond, évidemment. Mais pour l'entretien, je suis tranquille, quoi, comme ça. Puis là, on peut marcher pieds nus, c'est propre. Voilà. Tu sais aussi pourquoi j'aime bien filmer ça et pour que les personnes aient une idée, c'est que des fois, il y en a qui arrivent sur des lieux et ils auront un chantier. Et ils font, avant de commencer une belle salle de bain dans la maison, ils font des sanitaires parce qu'ils peuvent recevoir des amis ou des personnes qui viennent les aider pour la construction. Donc voilà, je pique l'idée, c'est vraiment top. Alors je vais essayer de rentrer, parce que je prends de la place, je vais mettre là. Hop, est-ce que je peux... Voilà. Ouais, donc là tu vois la douche. Voilà. Bon, ça c'est une petite douche Quechua. Tu vois que j'ai pris chez Decathlon. Et donc j'ai fait un système de poulies. Voilà, j'ai fait un système de poulies comme ça. Et donc comme ça tu peux alterner les sacs. Donc tu vois, ils sont noirs, ils chauffent avec le soleil. Donc j'en ai toujours 2. Il y en a un qui reste accroché juste devant en plein soleil. Comme ça l'eau est chaude quand les gens arrivent. Et t'as plus qu'à mettre le sac. Hop, t'attaches ta douche à la hauteur souhaitée. Et puis tu te douches. Et tu vois, là, j'ai les feuillages qui commencent à bien passer. Ouais, c'est beau. Et ça va être joli, quoi. C'est du lierre. C'est du lierre panaché. Panaché, ouais, tu me dis. Du lierre panaché. Et puis ben là, en fait, ça coule. Enfin, tu as vu, hein, la douche, ça coule très peu. Ce qui fait que, du coup, l'évacuation, c'est pas un souci. C'est filtré par les galets. Et puis derrière, il y a les plantations. Je filme voilà. la petite tablette. Et après, tu as la petite tablette, là, avec une pierre et une branche. Attends, je filme aussi en bas. Ouais. Je vais pas laisser... tout ça. Et là, il y a des grandes dalles. C'est top.
Voilà. Tu m'as dit que tu avais galéré à traverser la Tavette. Ça, là ouais. Oh là là, je crois que j'ai bousillé 3 ou 4 forêts là. Pour percer ça. Elle est dure cette pierre. C'est un granit rose. Ah, c'est un granit, d'accord, ok. Ouais. Voilà, et puis derrière toi, il y a un miroir. Donc là aussi, récup. Je vais filmer. Alors attends, hop, je vais mettre comme ça. Hop. Oh, ça pourrait être sympa quand on te voit avec la caméra. Non, faut pas montrer les coulisses, c'est pas. Non, je plaisante. Donc voilà, donc récup d'un vitrage. Tu vois, d'ailleurs, il est encore un peu piqué là. Et puis ça, c'est de la loupe d'ormeau. Voilà, qui vient un peu encadrer tout ça. Et là c'est dommage, on n'en profite pas encore, mais il y a une belle fougère après là, l'été. Voilà, là c'est la saison où elle sort juste ses feuilles. C'est très mignon, c'est simple. Voilà. Et alors au-dessus, alors je croyais que c'était de l'amiante, non, c'est du fermas, je sais pas comment. C'est du, comment on appelle ça? C'est du fibrociment. Fibrociment. Il n'y a plus d'amiante maintenant dedans. Et oui, non, mais bien sûr, c'est pour ça que je te demandais. Ouais. Mais tu sais, ça ressemble un peu à ça avant, oui, c'est vrai. Comme il faisait. Ouais. Et donc tu as tout construit aussi de tes mains. Et oui. C'est ça. Tu veux qu'on montre alors? Après là, tu as les toilettes sèches ici. Ouais. Oui. Voilà. Tu as les toilettes sèches ici. Là, tu vois peut-être mieux par là. Ouais, je vois. Parce que là, il y a plus. Tu as les copeaux et tout. Avec les copeaux. C'est simple, c'est mignon. Voilà. Voilà. Et puis là, tu vois, j'ai mis des renforts ici. Ouais. Parce que je voulais que mes poteaux. Encore une question de facilité et de gain de temps. Je ne voulais pas avoir mes 4 poteaux de toiture qui arrivent dans l'herbe parce qu'après il faut tourner autour ou alors tu n'as pas l'espace, le tracteur il passe pas, il est trop large. Oui, donc j'ai mis mes poteaux à l'intérieur, comme ça déjà esthétiquement on ne les voit pas et au moins je tourne autour pour tondre et c'est vite fait, tu vois. Mais alors par contre j'étais embêtée parce que je voyais que ça pouvait tanguer un peu quand même parce que le fait qu'il soit renfoncé comme ça, forcément ça porte pas sur toute la largeur. Donc en cas de tempête ou quoi, je me suis dit on va rajouter un renfort. Et donc voilà, je l'ai mis là comme ça. Quand même un poteau malheureusement. Ouais, mais bon, bof. Il me gêne pas trop celui-là. Puis là je vais faire des plantations ici, il y aura un massif et terminé. Voilà. Puis esthétiquement, ouais, c'est sympa. Ouais, voilà. Simple. Tu veux qu'on... Alors je crois qu'on n'a pas rangé les affaires, tu veux qu'on montre un peu aussi ouais. Parce que tu parlais de la moustiquaire, c'est vrai que ça a fait bizarre hier. On est arrivé, on a vu on a vu, il n'y a pas de porte. Mais non, en fait, il y a juste la moustiquaire. Parce que l'idée c'est de profiter du dehors quand tu dors ici, quoi. Oh, c'est le bazar. Oh là là. Vous n'avez pas rangé. Oh là là. C'est nous, hein. C'est nous. On n'a même pas fait le lit. Oh là là. Voilà. Donc, hop, moustiquaire. Et puis on peut mettre les rideaux si on ne veut pas avoir la lumière du jour le matin. Mais voilà, donc là c'est tout simple, c'est juste un lit double. Il y a les petites lumières ici solaires, les petites lampes solaires. Donc le soir, tu vois, on peut prendre la lampe et puis aller se faire un tour de terrain et la petite balade. Et puis, mais Montazo, c'est le mont des eaux. Et c'est réputé ici pour qu'il y ait de l'eau, quoi. Et là, derrière, en bas, il y a une petite source aussi. Voilà, c'est celle-ci que je vais réaménager pour que les gens que j'accueille puissent venir puiser l'eau directement à la source comme à l'ancienne. Là, il y a un deuxième verger. C'est un verger qui est plus récent. Ici, les plantations ont 3-4 ans, je dirais. Et il y a des arbres qui sont plus jeunes, hein, qui ont juste 1 an. Mais tu vois, ça a vraiment fructifié cette année. Regarde, là, le mirabellier, il est vraiment plein. Ici, quand je me suis installée, j'avais pris très rapidement une ruche parce que je voulais m'y mettre. Et cette ruche, je pense que je manquais de temps, puis je manquais de connaissances aussi. Et j'ai perdu l'essaim la première année. Puis bon, je me suis dit, ça demande quand même beaucoup de compétences. Je ne me sentais pas prête et je me suis dit, je ne vais pas renouveler tout de suite. Donc j'ai attendu un moment pour m'y remettre. Et puis il se trouve qu'il y a un essaim qui est revenu coloniser la ruche qui était restée un petit peu dans le roncier. Ah ouais. Et du coup, en plus, cette ruche, donc elle avait essaimé. Et c'est en essaimant que je me suis rendu compte que la ruche était pleine. Et donc, du coup, c'est comme ça que je m'y suis remise à l'apiculture. Et au final, la ruche d'origine, elle fonctionne très très bien ici, donc j'ai aucune raison de la déplacer. Et tout ce qui est sème de là, je le récupère et je l'amène là-bas. Et là, il se trouve que cette année, je n'ai pas d'exemple à te montrer parce que la partie où j'ai construit le nouveau poulailler ou la volière plutôt, c'est là où je mettais les ruches l'année dernière. Et donc du coup, je les ai déplacées
Et donc j'ai plus de ruches cette année, j'ai pas de ruches au poulailler, quoi. Non, mais on voit bien l'idée. Le frelon fait un vol stationnaire. Oui, donc une fois qu'elles se sont dit la couleur, c'est pas grave, c'est bon, elles les chopent au vol en fait. Oui, c'est ça. Mais après, une fois qu'elles savent reconnaître l'insecte et qu'elles l'ont déjà mangé, ben là, elles vont pouvoir le chasser. Ouais. Et elles s'attaquent pas les abeilles ou peut-être que les abeilles sont trop rapides? Ça arrive qu'elles s'attaquent aux abeilles, oui. Donc la ruche, c'est important quand on a les poules noires de Janzé. C'est une très bonne question que tu poses. Ah, mais ça m'arrive des fois. Ouais, oui, ça t'arrive, oui. Mais du coup, la ruche, c'est important de la mettre un peu plus haute que la tête de la poule. Comme ça, du moins la planche d'envol doit être légèrement plus haute que la tête de la poule. Comme ça, elle ne vient pas s'attaquer aux abeilles. Ouais. Voilà. Mais par contre, le frelon, lui, même s'il est à cette hauteur-là, à faire du vol stationnaire, la poule, sans voler, elle arrive à sauter cette hauteur. Elle peut sauter jusqu'à 1,50 m. Elle peut sauter jusqu'à 1,50 m. J'étais surprise avec le coq, parce que je l'avais mis au départ le deuxième coq qui est justement enfermé, dont on parlait tout à l'heure. Juste un saut, hein, pas un envol. Un saut. Un saut. Je l'avais mis dans le parc d'en haut, là, avec les chèvres et les moutons. Et constamment, il venait se percher sur le portillon. Et le matin, des fois, il se trompait de côté, quoi. Il allait pas du bon côté. Donc, j'ai rehaussé ce portillon. Je l'ai rehaussé à 1,50 m. Et je lui ai coupé le bout des plumes, tu sais, le bout des ailes, pour plus qu'il vole, parce que lui, il est complètement sauvage, celui-ci. Et il arrive quand même à sauter pour se percher, les 1,50 m, sans ses plumes. Voilà. Donc, c'est des poules kangourous. C'est bien parce que de plus en plus, je trouve vraiment que cette technique, qui est, je pense, leur technique originelle de se percher, ça a été trop oublié à cause de l'homme, sûrement. Ce sont des oiseaux, les poules, il ne faut pas l'oublier. Hein. Ouais, ce sont des oiseaux. Qu'on n'a pas l'habitude de voir voler. Enfin, Mais non, parce que les poules, elles ont tellement été domestiquées pour pouvoir les attraper facilement, pour les manger, pour pouvoir récupérer les œufs facilement. Voilà, elles ont été très domestiquées. On en a fait des cocottes bien rondes, bien grassouillettes. Et au final, elles ont perdu leur capacité initiale un peu sauvage. Ouais. Et avec la Janzé, on retrouve ce côté sauvage et oiseau. Ouais. J'espère que rien que déjà cette vidéo, ça fera une belle promotion pour cette race qui mérite... Ouais, c'est une chouette race, ouais. Ouais. Tu m'en as parlé dès le premier mail. Tu m'as dit, je voudrais vraiment qu'on les présente parce qu'elles ont... Oui, elles sont intéressantes. Ouais. L'autonomie, je te disais tout à l'heure, hein, c'est quelque chose que je recherche depuis que je me suis installée ici. Et je me suis installée ici aussi pour ça. Et donc j'avais commencé avec un très grand potager. Ouais. Et oui, on peut s'avancer. J'avais commencé avec un très grand potager au niveau de là où on a filmé avant, au chalet. Et donc toute cette zone-là, c'était que des légumes. Sauf que, tu vois, j'ai plein d'activités et puis j'ai mon travail et j'avais pas le temps, quoi. Je me suis fait déborder parce que je passais trop de temps à désherber, c'était loin de la maison, je passais trop de temps ramasser, j'étais pas toujours à l'heure non plus pour le ramassage ou j'arrivais trop tard ou quoi, puis après il faut tout cuisiner aussi. Donc là, c'est vraiment et puis le sol était argileux, au printemps j'avais trop d'eau, enfin bon. Donc je me suis dit ok, on arrête tout. J'ai fait ça 3 ans, j'ai tout arrêté et je me suis dit maintenant je veux un truc qui prenne moins de place, qui soit productif, qui soit près de la maison, que je puisse le voir tous les jours en passant devant et voir quand ça manque d'eau ou s'il y a quelque chose à ramasser ou quoi. Et tu vois, le fait de passer à côté, tu vois ce qu'il y a à faire, quoi. Et tu peux plus facilement t'en occuper. Et puis je voulais quelque chose, vu que c'est près de la maison, je voulais quelque chose qui soit assez, qui me plaise en tout cas et que je trouve joli, tu vois. Et donc du coup je me suis dit je vais faire des bacs. Et quitte à faire des bacs, je me suis dit ouais mais des tomates en bac, faut les faire tenir. Les butternuts, je trouve que c'est un légume intéressant, je voulais continuer à cultiver des butternuts, mais je voulais pas les avoir partout là dans l'herbe et puis plus savoir faire comment pour tondre autour ou dedans ou quoi. Et le désherbage, je ne voulais plus en entendre parler, tu vois. Donc l'idée c'était vraiment de gagner du temps, de me simplifier la vie et d'avoir un bon rendement. Et donc voilà, donc du coup j'ai fait ces bacs-là avec une structure aérienne qui fait que du coup ça reste été comme hiver. Donc mes tomates elles retrouvent toujours le même support, les butternuts aussi. Et en fait, pourquoi bac permacole? Alors je les ai nommés comme ça. C'est que je me suis dit que les butternuts et tout ce qui est courge, les melons, tout ça, ça doit bien pouvoir grimper. Et effectivement c'est le cas. Et donc permacole parce que les plantes vont venir s'apporter mutuellement de l'aide. Donc j'ai toujours des plantes qui sont couvre-sol, qui vont, tu vois, cacher la terre. J'ai pas de terre nue. Donc sur les premières plantations, comme ici, oui,
Là, je mets des petits copeaux autour, parce que je manque pas de copeaux pour le coup. Mais je mets des petits copeaux autour en attendant que ça se développe, et de manière à ce que la terre soit pas nue. Mais après, donc on a tout ce qui est couvre-sol ici, les salades, les radis, les aromates, etc. Là, j'ai des carottes, je peux mettre des épinards, etc. Et puis, tu vois, dès qu'on attaque la période chaude et un peu canicule, j'ai tout ça qui est... alors ça, je te ferai passer une photo, mais j'ai tout ça qui est vert et où j'ai les butternuts et les tomates, et tu n'as plus qu'à les ramasser, quoi. Les fruits sont juste là à portée de main. Et donc, ça apporte de l'ombrage. Donc, toutes les grimpantes vont apporter de l'ombrage et donc de la fraîcheur aux plantes qui sont au sol. Et les plantes qui sont au sol vont déployer leurs feuilles pour couvrir le sol et apporter cette fraîcheur aux plantes qui grimpent. Donc tu vois, voilà, l'échange se fait comme ça entre les plantes. Tu peux nous montrer à l'écran, ouais. Le soleil il se lève où, sur ta main droite? Il se lève ici, par là, ouais, il tourne comme ça et il va de l'autre côté. Que les gens aient l'idée justement de pourquoi. Voilà. Ouais. Et donc voilà, donc en fait, je suis tellement ravie de ce système-là que je me suis dit, mais ça aussi, ça peut aider d'autres personnes. Donc voilà, donc du coup maintenant je les commercialise et je les fais en kit, livrés partout en France. Sur mesure aussi? Je peux les faire sur mesure avec des formes différentes. Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Et oui, et donc là je le fais pour l'instant sur un rayon de 100 km autour de chez moi. Je peux livrer le terreau qui va bien aussi. Enfin, c'est pas du terreau pour le coup, c'est du compost, surtout pas de terreau d'ailleurs, parce que le terreau il assèche et une fois qu'il est sec, il prend plus l'eau. Tu sais, il flotte à la surface et il prend plus l'eau. Donc ça, c'est très mauvais. Ce sont des bacs qui sont sans fond volontairement. Parce que comme ça, il y a un échange qui reste possible avec la vie du sol. Donc aussi bien les réseaux champignonneux qui sont très importants, la fraîcheur et puis toute la vie, c'est-à-dire les vers de terre, les insectes qui peuvent continuer à faire des échanges avec la terre. Et donc on a un sol qui est vivant. Et du fait qu'on ait un sol qui est vivant, ben, ça fait que tu as une terre qui est légère, tu n'as plus besoin de travailler ta terre du tout. C'est hyper facile, si tu as un peu de mauvaises herbes, ça s'arrache hyper facilement. Et du coup, bah, tu as des beaux légumes et tu as un bon rendement, quoi, parce que tu as un sol qui est riche et qui est vivant. Voilà. Et j'ai été très surprise, ça je m'y attendais pas. Je pensais que j'allais plus arroser en bac qu'en pleine terre, et en fin de compte, c'est le contraire. C'est marrant, quand j'avais fait des bacs, c'est la première chose qu'on m'a dit. On m'a dit non, mais là, ta terre elle va être vite sèche. Oui. Alors peut-être aussi, il faut le dire, tu mets quand même une sacrée épaisseur de bois. Oui, alors ça c'est important. Donc là, pour la durabilité, tu as un bois qui est à forte section. Au niveau des planches, je suis à 40 mm, je parle en millimètres, donc 4 cm d'épais. Et après, tu as l'essence qui est importante. Il ne faut pas mettre de pin. Alors je sais que c'est pas cher et que c'est pratique, mais il ne faut pas mettre de pin, il pourrit tout de suite, quoi. Ça va durer 1 an, 2 ans au maximum et c'est terminé. Donc là, moi je mets du Douglas. Alors je pense qu'on peut mettre du châtaignier aussi, ça doit être pas mal, mais à mon avis c'est plus coûteux le châtaignier que le Douglas. Le Douglas c'est vraiment bien parce que c'est un bois qui va continuer à durcir avec le temps. Alors je sais, moi je dirais pas qu'il est imputrescible, mais on peut le lire, hein, il est dit imputrescible, en tout cas il est naturellement classe 3. Pour les personnes qui connaissent, on a les bois classe 2, c'est les bois de charpente qui sont traités jaunes, qui ne vont pas craindre l'humidité de l'air, mais qui sont abrités. Les bois classe 3, c'est les bois qui ne vont pas craindre l'eau en ruissellement. Et les bois classe 4, donc là on parle de bois plus autoclave, en classe 4, ça va être plus les bois qui peuvent supporter l'eau stagnante dessus. Voilà. Donc le Douglas c'est un classe 3. Ça veut dire qu'il résiste parfaitement à tout ce qui est champignons, humidité et même l'eau dessus. Ça craint rien du tout, quoi. Et après, on me demande souvent si je mets un géotextile pour protéger. Mais en fait, le géotextile, il ne va pas protéger grand-chose. Il protège juste de ne pas avoir de contact entre la terre et le bois. Mais il ne protégera pas de l'humidité. Et puis, il n'y a rien de plus pénible, franchement, qu'un géotextile où tu as l'herbe qui va pousser entre ta planche et ton géotextile. Tu mets une petite pelle de jardin, hop, tu t'es accroché dedans. Ça y est, il y a un accro, puis un deuxième, puis un troisième. Et puis, au bout d'un moment, c'est plus pénible qu'autre chose. Donc, moi, je ne mets rien du tout. Le Douglas, il tient très bien. Celui-là, il a 5 ans déjà. Alors, effectivement, il grisaille. Donc, mais ça, tous les bois le font, de griser comme ça. Et ça, c'est simplement en surface. Alors, on pourra prendre un ciseau tout à l'heure pour voir dedans comment c'est. Mais je suis sûre qu'en dessous, c'est rose. Et le Douglas, il est rose saumon, tu sais, à l'origine.
quand il est neuf et qu'il n'a pas vu le soleil ni la pluie. Mais ça grisaille et ça c'est normal. C'est le bois en fait qui forme une pellicule et ça le protège. Donc il ne faut pas chercher à enlever ça et ni même forcément à l'éviter. Alors si on veut garder, pour une question esthétique, qu'on veut garder la couleur du bois, on passe un coup de saturateur dessus. Et puis comme ça on a un truc qui est joli et qui n'est pas gris, quoi. Mais c'est pas parce que c'est gris que ça vieillit mal, bien au contraire. Le bois dedans il est très bon. Je n'avais pas reconnu le Douglas parce que souvent je le vois en intérieur. Et oui. Et il garde plus ce côté saumonné. Ben oui, dedans forcément parce que tu n'as pas les intempéries. Le fait qu'il grise, c'est les UV, le soleil, et puis c'est la pluie. C'est ce qu'on appelle le noir de gris, c'est ça ou non? Je sais pas trop, je crois pas, mais je sais pas trop. Mais voilà. Et alors tu dis tu livres à 100 km à la ronde, donc ça touche tout le bassin bordelais. Je dis bassin, je sais même pas si ça touche Bordeaux, oui. Et voilà, donc je livre. En fait, l'idée c'est vraiment d'accompagner les personnes qui veulent se lancer là-dedans, qui connaissent pas du tout le jardinage ou qui n'ont pas le temps. Donc j'ai vraiment voulu aller jusqu'au bout dans ce projet-là. Et donc je livre aussi le compost parce que c'est bien beau de se faire livrer un bac, mais après il faut remplir. Il y a quand même du cubage. Et puis remplir avec quoi? Tu vois, il faut choisir un bon sol parce que c'est gage de succès aussi. Oui, c'est bien beau d'avoir des beaux bacs, mais si si tu mets pas un bon sol, tu vois, bon, le fraisier par exemple, c'est très gourmand. Donc bon là tu peux regarder, il va y avoir une belle récolte cette année. Tu vois, il y a des jolies fraises. Mais par exemple, si tu n'as pas assez de fer, là je vois que ça manque un petit peu de fer. Tu vois, les feuilles, elles sont... Ouais, c'est un petit peu jaune, ça manque un peu de fer. Donc un sol riche, c'est important, quoi. C'est ce qui fait que tu vas avoir des beaux légumes. Parlant de légumes, voilà. T'en fais un peu aussi derrière. Ouais, alors là, c'est les pommes de terre, parce que là, il n'y a pas intérêt à faire des pommes de terre en bac. Mais sinon, là, c'est chouette parce que tu peux pratiquement tout planter. Je mets les betteraves, je mets les carottes, les radis, les tomates. Tu vois, tu as des betteraves. Je mets les poireaux aussi. J'ai mis des poireaux là-bas avec les salades. Donc, j'associe vraiment différents légumes. Je ne fais pas un bac avec que les mêmes légumes. Je mélange les variétés et les légumes et comme ça, les plantes, elles s'apportent une entraide et c'est intéressant, quoi. Tu regardes un peu ce qui est plan de compagnie et tout alors pour voir un peu? Oui, des fois, mais pas toujours parce que là encore, manque de temps, tu vois. Manque de temps. Donc je vais au plus rapide et au plus efficace. Et puis ma foi, si ça marche, c'est bon, tu vois. Je me pose pas plus de questions que ça. Tant que ça marche, c'est bon. Voilà. Donc là, dans 2 mois, ça va être tout couvert. Et après, ça te fait un tunnel végétal et tu passes dans le couloir, quoi. Donc les enfants adorent. C'est protégé. Tu as un chien, il ne fait pas pipi dessus, il ne gratte pas des trous dedans. Moi, j'ai pas d'escargot. Les limaces, j'en ai des toutes petites qui viennent manger un peu les fraises. Mais tu n'as pas les grosses limaces oranges, tu sais. Les oiseaux, j'ai l'impression que ça les effraie aussi parce que pour l'instant, écoute, je touche du bois. Pour l'instant, ils viennent pas piquer dans les fraises. Mais voilà, donc il y a beaucoup d'avantages. Ouais. Je crois que tu l'as pas dit là, mais tu l'avais dit hier. Et quand il fait froid, une bâche. Oui. Je sais pas si, excuse-moi si tu l'avais dit tout à l'heure. C'est-à-dire que l'été, oui, tu as raison. L'été, ça fait un couloir végétalisé et l'hiver, ça se transforme en serre. Donc j'ai mes légumes toute l'année. Là-dessus, je suis pratiquement autonome, j'achète quasiment pas de légumes. Voilà, sur toute l'année. Pratique. Ouais. Et tu vois la place que ça prend, quoi. Pas beaucoup. Donc quand tu as un petit jardinet en ville, tu te dis je peux pas faire de potager. Ou alors tu te dis je veux pas que ça soit moche. Là pour le coup c'est joli, tu peux même alterner avec des fleurs et c'est chouette. Et donc l'hiver je recouvre avec une bâche. Alors je l'ai fait en mode un peu bricolage pour moi les premiers temps, mais là j'ai trouvé une entreprise qui va pouvoir me faire des bâches cousues sur mesure et fibrées, de manière à ce qu'elles soient solides, tu vois, qu'on puisse les démonter, les remonter sans que ça s'use et que ça se perce, et avec un zip au milieu là, pour pouvoir ouvrir, fermer et rentrer facilement dedans, quoi. Donc ça c'est quelque chose que je pourrais proposer après. Et ensuite, on disait quoi que je peux livrer le compost avec. Les premiers plants, accompagner les premières plantations et aussi suivre une personne sur une année à distance, donc où qu'elle soit, par visio, par téléphone, par WhatsApp ou autre, tu vois, en échange de photos et régler les problèmes auxquels on peut se confronter quand on fait ses premiers pas au potager, qu'on ne sait pas à quelle fréquence arroser, pourquoi cette plante est malade, comment planter ci, etc., quoi. Voilà.
Et comme ça, ben, tu n'es pas en face d'un échec quand tu commences et tu te sens accompagné et ça aide, quoi. Ça peut aider à faire les premiers pas. Ouais. Moi, j'aime bien le côté que ce soit transformable en serre. Oui. Parce que quand je vois le prix des serres, là, tu fais une pierre deux coups. Tu fais oui, c'est ça. Été, parce que les serres l'été, au bout d'un moment, surtout chez nous dans le Tarn, alors faut les couvrir, sinon ça crame. Oui, puis en plus, une serre l'été, ça ne sert plus à rien, quoi. Tandis que là, tu démontes. Et puis tu vois, encore une question de praticité, les piquets de tomates, moi j'en avais marre chaque année installer les piquets de tomates et puis à l'automne tout remballer, tout nettoyer et tout. Là c'est fait, c'est fini. En bois local en plus. Hein, tu me disais en bois local en plus, c'est quand même... Oui, alors local, sur le Douglas, je ne prends pas Dordogne. Hein. Déjà, il n'y en a pas beaucoup en Dordogne. Non, mais régional, quand je dis local, pour moi, attention, ça ne vient pas d'un pays de l'Est ou un pays... C'est français, mais le Douglas, c'est important qu'il pousse dans des zones froides et un peu humides. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui va faire sa résistance. Et tu sais, la vitesse de croissance d'un arbre et le lieu où il a poussé, s'il y a beaucoup d'eau ou pas, ça va faire que le bois sera plus ou moins intéressant sur ses propriétés et durable. Un compagnon charpentier qui m'avait partagé cette... Ça, c'est important à savoir. Ouais. C'est bien de leur dire. Voilà. Et après, on est sur quelque chose qui est vraiment très ludique pour les enfants, pour les écoles, pour les personnes âgées aussi, les personnes handicapées en fauteuil roulant. Là, tu peux jardiner avec un fauteuil roulant, tu vois. On m'en a parlé cette semaine, on m'a dit tu ne présentes pas beaucoup de choses pratiques ou utilisables pour les personnes en fauteuil roulant. Je vous fais cette dédicace, les personnes qui se demandent comment on pourrait accéder à des bacs à une certaine hauteur. Et voilà. Oui. Voilà une idée. Donc voilà, et puis toutes les personnes aussi qui sont peut-être vieillissantes, qui ont trop mal au dos, là tu te casses plus le dos et tu peux continuer à jardiner un peu. Et puis tu peux avoir un petit jardinet. Des fois, pour se faire plaisir au jardin, tu n'as pas besoin de beaucoup. Tu sais, tu as beaucoup de mamies qui se font plaisir juste avec quelques jardinières. Là, c'est un peu le même concept en fait, sauf qu'il n'y a pas de fond, donc c'est pas une jardinière, mais c'est un peu le même concept. Et puis au lieu de mettre des fleurs, tu mets des légumes, quoi. Et moi, j'ai une petite question. C'est un sujet qui est énormément abordé par des personnes qui ne vivent que dans des plateaux. Donc, je me demande comment ils voient le temps. Est-ce que tu constates des changements climatiques ou des choses? Parce que ça fait 10-15 ans que tu es là. Est-ce que l'eau, tu as eu des problèmes de sécheresse? Parce que je vois que tu coupes à ras, court. Ah oui, est-ce que ça crame ou est-ce que non, sans plus? Je préfère que ce soit les humains qui sont dans la nature qui m'en parlent. Oui, tu as raison. Ici, c'est un terrain où il y a déjà beaucoup d'eau en sous-sol et en plus on a des eaux de ruissellement de par le vallon qu'il y a là. Voilà, donc par rapport à, je vais pas dire des voisins, parce que mes voisins ils ont quand même un terrain bien vert aussi ici, mais tu peux, en faisant peu de kilomètres, tu peux tomber sur des zones très sèches l'été, et moi ça reste toujours vert ici parce qu'il y a de l'eau dans le sol. Voilà. Mais effectivement, on va vers des périodes de forte sécheresse. On voit que ça change un peu. Maintenant, je pense qu'on en fait tout un potin et ça, c'est sûr qu'on exagère sur le sujet grandement et ça sert de levier et ça sert d'outil. L'écologie, ça sert d'outil. Oui, on parlait d'écologie, c'est comme il y a de l'écologie politique, il y a de l'écologie quand on est réellement dedans. Mais après, je pense que, tu sais, quand tu vis dans la nature, tu vis beaucoup plus l'instant présent. Et quand tu vis l'instant présent, tu ressens mieux ce qui se passe. Et avec les animaux, c'est pareil. Quand tu es dans l'observation et quand tu es avec eux, il y a une communication non dite qui se fait. Et avec la nature, c'est pareil, parce que tu ressens les choses. C'est comme le nu-pied, quand tu marches nu-pied par terre, tu ressens ton environnement et tu fais corps avec. Et le fait de faire corps avec, du coup, tu es plus en confiance parce que tu sens si un vent va se lever. Tu sens si, tu vois, les anciens, ils ne regardaient pas la météo, mais ils la connaissaient pourtant. Aujourd'hui, on est coupé de tout et on nous coupe de tout. Mais oui, mais donc du coup, on croit qu'on sait parce qu'on a la technologie, mais au final, on ne sait plus rien faire, quoi. Et voilà. Et quand on est dans la nature, on garde quand même un lien et donc ça nous crée une autonomie. Et c'est une grande liberté. C'est une grande liberté, ça.
Léa, Oui. on est sur une seconde partie. Quelque chose, tu veux vraiment bien séparer les deux, même si je trouve que les bacs, il y a quand même c'est important de séparer les deux, ouais. Tu es ébéniste d'art. Oui. Première question, c'est quoi la différence entre un ébéniste d'art et un menuisier? Alors un menuisier, il va plus toucher à tout ce qui est bâti, donc tout ce qui est porte, fenêtre, portail, éventuellement de la terrasse, pergola. Il va pouvoir faire un petit peu d'aménagement intérieur également. Un ébéniste, ça va être beaucoup plus en rapport avec le meuble. Fabrication de meubles, alors meubles indépendants, mais ça peut être du meuble accroché au bâti, comme voilà, cuisine, dressing, escalier éventuellement, mais alors encore que là, ça peut être quand même plus une spécialité. Tu as des ébénistes qui sont escaliéteurs. Ah oui. Voilà, et donc spécialisés dans le montage des escaliers anciens, notamment sur des châteaux, des choses comme ça, où c'est très spécifique. Et après, ébéniste d'art, on va aller plus peut-être dans le thème soit de la création et du meuble, de la pièce unique, et du meuble d'art qui peut être coté, ou alors ça va être l'ébénisterie d'art pour les meubles de style, où on peut faire des travaux de restauration. De restauration ou de copie d'anciens, et auquel cas, il y a des connaissances particulières à avoir au niveau de l'histoire de l'art et des techniques anciennes qui sont utilisées dans ces cas-là et qu'il faut bien sûr perpétuer dans le cadre de restauration de meubles. Voilà, donc moi je ne travaille pas du tout dans l'ancien parce que certainement que c'est passionnant, mais pour ma part, c'est vraiment la création et le contemporain qui me passionnent. Donc je ne fais pas de restauration ni de copie d'anciens, mais par contre, voilà, je suis vraiment axée sur la création. Donc soit je pars d'un dessin, d'un morceau de bois et j'imagine tout et je construis tout de A à Z, de la planche de dessin jusqu'à la réalisation finale. Et après, je propose à la vente. Ou soit on me passe commande pour du sur-mesure, mais dans tous les cas, je fais très très peu d'aménagement. Je ne vais pas dire que j'en fais pas du tout, mais c'est vraiment pas ce que je recherche. Et je fais du meuble... voilà, suivant le besoin, suivant un style particulier ou une décoration ou un état d'esprit ou un besoin même des fois énergétique. Tu sais, il y a la géométrie sacrée, tout ça, oui. Les formes. Le nombre d'or aussi. Voilà, les formes ont une énergie, une vibration. Donc là aussi, je peux travailler là-dessus. L'infini, comme le coquillage, je crois, quelque chose comme ça. Oui, ça dégage quelque chose. Ouais. Même, tu sais, dans la filtration de l'eau aussi. Oui. La filtration de l'eau, tu sais, avec le vortex. Ah oui. Oula, alors attention. Moi, dès qu'on parle de vortex et tout... Écoute, en tout cas, il y a... Je gère un service après-vente en commentaire. Non, mais en tout cas, il y a matière et tu sais, tout est en lien, tout est en corrélation. Donc, voilà, tout ce qui est... les formes et les matériaux ont une incidence sur l'environnement et sur nous et sur nos énergies aussi, quoi. Voilà. Je n'ai aucun avis là-dessus, j'écoute les personnes comme... Ouais. Mais on en parle régulièrement, c'est vrai, de ça aussi. Ouais. Et dis-moi, comment t'es tombée dedans? Est-ce que tu avais une passion pour le bois ou plutôt pour l'art? Et surtout, les études, ça fonctionne combien d'années? Comment ça marche? Alors, les études, ça peut être variable et il peut y avoir différents cursus. Pour ma part, ça a été un CAP ébénisterie en 1 an. D'accord. J'ai passé également un BEP menuiserie agencement et puis le brevet des métiers d'art ébénisterie en 2 ans. Donc j'ai fait 3 ans d'études. J'ai travaillé pendant 2 ans dans une menuiserie parce qu'en ébénisterie, c'est quand même assez compliqué de trouver un emploi. Beaucoup d'ébénistes travaillent seuls à leur compte. Okay. Et quand ils embauchent, c'est souvent par alternance ou par apprentissage. Et puis voilà, donc l'idée pour moi, c'était vraiment de m'installer, sortie de l'école, je voulais m'installer très vite. Donc j'ai travaillé 2 ans dans cette menuiserie, le temps d'obtenir un CDI, de manière à pouvoir faire un prêt et acheter une maison avec dépendance et grand terrain et de l'eau sur le terrain, etc. Celle sur laquelle on est. Cette maison-là. Ouais. Directement. Voilà. D'accord. Oui, je t'avais pas parlé de budget, excuse-moi, et d'investissement, comment tu avais fait. Ouais. D'accord, tu es partie comme ça. Oui, okay. Je suis partie comme ça. Voilà, et puis de là, je me suis lancée à mon compte et j'ai rénové l'atelier. Donc ici, j'ai refait, c'était
C'était une étable ici. Il y avait les vaches autrefois. Donc là, il y a encore des anciennes crèches. On ne les voit pas trop, elles sont derrière. Mais il y a les crèches, il y avait les mangeoires. Donc quand je suis arrivée, c'était sur terre battue. Tout était sur terre battue. Il n'y avait pas de portail. Enfin, ou du moins des lambeaux de portail. Ouais. Et puis, il y avait du foin là partout au-dessus avec plein de vieilleries, de déchets, etc. Les poutres étaient vermoulues, donc j'ai refait tout le plancher, j'ai remplacé toutes les poutres. J'ai tout refait là à neuf de manière à pouvoir stocker les créations et puis des matériaux, etc. Des outils aussi. Et avant d'être opérationnel, ça t'a pris combien de temps? Parce qu'à t'écouter, c'était vraiment... j'aime pas le mot un taudis, enfin c'était... vite, ouais, je sais pas, j'ai peut-être mis... Je me suis pas installée tout de suite en achetant ici parce qu'il y avait aussi des travaux à faire à la maison et puis dans le terrain. En plus, ouais. Donc je crois que j'ai dû maintenir pendant un an, j'ai travaillé en même temps dans cette entreprise. D'accord. Et puis, ouais, je pense que ça m'a pris à peu près un an ou deux. 2 ans peut-être. 2 ans avant de vraiment créer mon entreprise, ouais. Ok. Est-ce que tu veux nous présenter un petit peu, bon alors je pense que vu tous les outils qu'il y a, on va peut-être pas pouvoir entrer dans le détail. Oui, mais rapidement. Celles qui parce que j'espère et je pense que des jeunes vont nous regarder, ouais. Celles qui sont les plus utilisées et surtout savoir un peu à quoi elles servent. Si ça les indispensables on va dire. Exactement, et qui doivent sûrement te servir aussi pour les travaux personnels. Oui, alors je m'en sers à la fois en pro mais aussi beaucoup en perso, oui. Mais, alors ici ça c'est un combiné, donc j'avais pris ça tu vois pour commencer. En me disant que bon après j'allais pouvoir dissocier les machines, mais là je suis en monophasé, donc j'ai pas du tout de compteur en triphasé, j'ai même pas la ligne, donc comme ça c'est fait. C'était un budget assez conséquent. Hein, triphasé souvent parce qu'il faut beaucoup plus de puissance pour, oui, c'est ça, pour les machines puissantes. On ne sait jamais si les gens connaissent, excuse-moi. Voilà, ce sont des machines puissantes et donc moi je suis en mono, donc en 220 volts. Ce qui fait que effectivement, je suis un petit peu, ça me limite forcément un petit peu en termes de capacité de passage et en termes de puissance. Donc si je passe un bois dur comme du chêne par exemple et qu'en plus il y a un nœud et qu'en plus à un moment sur la planche il y a un peu trop d'épaisseur, bon la machine ça lui demande trop de force et elle va caler quoi. Ouais. Elle va caler. Donc dans ce cas-là, bon bah je redéfais mes réglages et puis je la repasse en 2 ou 3 fois au lieu d'une seule, tu vois. Voilà. Et puis après, en termes de limite aussi, je suis limitée, tu vois, sur la largeur. Un combiné, c'est très bien pour débuter. C'est un combiné, ça s'appelle un combiné. Ça, c'est un combiné bois. On appelle ça un combiné bois. Là, on est sur un Roblan, c'est une marque allemande, c'est très costaud. Tu vois, tout est en fonte, c'est vraiment bien. Elle est de 86, cette machine, donc elle n'est pas toute jeune. Elle a 37 ans, si je ne me trompe pas. Et ça sert à quoi ? Ce genre de choses. Et donc, sur un combiné, tu peux corroyer. Alors, le travail de corroyage, je vais m'expliquer. Ouais, t'as vu ma tête, c'est corroyer, oui. Le travail de corroyage, ça consiste de partir, tu pars d'une planche brute, c'est-à-dire d'une bille de bois. Alors, une bille de bois, c'est un tronc d'arbre qui a été scié en scierie, scié en planche. Et donc, les planches sont brutes de sciage, on dit, c'est-à-dire qu'elles sont passées sur une grosse scie et ça laisse les marques de la lame de scie, tu sais. Donc, elles ne sont pas rabotées, elles sont brutes, quoi. Elles sont juste en planche. Et sorties de scierie, normalement, soit ça passe en séchoir pour sécher très vite et être apte à être manipulé en ébénisterie. Sinon, les bois, nous, en ébénisterie, contrairement à la menuiserie, en ébénisterie, on est sur minimum 10 ans de séchage pour le bois. Donc des fois, j'ai des personnes qui m'appellent, qui me disent « Ah, j'ai mon noyer dans le jardin qui est tombé, vous voulez pas récupérer le bois ?» Bon, alors déjà non, parce que je suis pas une scierie, j'ai pas de scierie portative, donc je vais pas aller récupérer un arbre avec mon fourgon. Malheureusement, parce que je pense que ça a une valeur une fois que c'est séché. Oui, c'est intéressant le noyer. Et puis ensuite, non aussi, parce que le bois, il est encore vert et je vais pas stocker pendant 10 ans du bois sur mon terrain, quoi, voilà. On va faire un hangar quand tu auras du temps. Ouais. Et oui, donc voilà, donc pour en revenir au combiné, sur un combiné, on peut, j'étais sur le corroyage, merci. Voilà, donc le corroyage, on part de la planche brute, ça consiste à la déligner, c'est-à-dire enlever tout ce qui est écorce au biais et la ramener avec 4 faces parallèles et perpendiculaires. Et donc la planche, ça veut dire qu'elle est dégauchie. Alors le dégauchissage, c'est sur les tables, ici, là, elles sont relevées. Mais normalement, elles sont à plat. Donc, dégauchissage, ça veut dire qu'on va venir créer un plat sur la planche, un premier plat. Ensuite, on va venir, toujours en dégauchissant, créer... Donc là, on met un guide sur le côté. Le plat qu'on vient de faire, on le met contre le guide et on va venir créer
sur le champ de la planche, donc sur le côté de la planche, un côté parfaitement perpendiculaire. Okay. Ce qui fait qu'on a un plat et un champ qui sont parfaitement plans et perpendiculaires. Et la planche, elle est plus gauche, elle est plus, tu vois, elle est plus voilée, ouais. Elle est plus tordue. Et donc une fois qu'on a ces deux côtés qui sont parfaitement plans et perpendiculaires, on peut passer à la phase rabotage, où là on passe en dessous, donc tu vois c'est toujours le même outil, c'est toujours le même cylindre. Il y a un cylindre ici avec trois couteaux qui tournent, et on va venir donner une épaisseur à notre planche. Donc à force, tu vois, là il y a une manivelle, donc cette table-là, je la règle en hauteur. D'accord, ça parle directement. Là. Voilà, je la règle en hauteur, et donc si au départ ma planche elle fait, je sais pas moi, 3 cm, tu vois, je me mets à 3 cm, et puis après je réduis à 29 mm, 28 mm, et à chaque fois je passe une fois, tu vois. C'est excellent comme machine. Voilà, et à chaque fois, bien sûr, en bloquant la hauteur, et je ramène à l'épaisseur voulue. Et pareil dans l'autre sens, si mon épaisseur de planche est suffisante, si j'ai 2 cm ou au-delà en épaisseur, je peux la passer debout, ma planche, enfin, tu vois, sur champ, quoi. Voilà. Donc une fois que ce passage-là est fait, ça veut dire que le courroyage est terminé. Ça veut dire qu'on a un produit, on a une planche de bois qui est prête à être usinée, sur toupie ou délignée pour ramener à différentes épaisseurs, etc., ou faire des baguettes dedans, etc. Donc ici on a ce qu'on appelle la scie circulaire, ou scie à format. C'est plus commun. Voilà. Donc la scie à format, bon, bah, tu vois, il y a un guide ici qui vient te donner la largeur. Et j'ai également un autre guide, mais qui n'est pas monté là, c'est-à-dire que c'est comme une table ou un chariot, tu vois, ça glisse le long de ce rail-là, et ça permet de venir faire les coupes perpendiculaires. Donc ça va être plus destiné à la coupe de panneaux qu'aux planches, mais bon, on peut couper de long aussi. Donc tu as une règle, et puis tu as une butée que tu peux régler aussi comme ça, et donc ça permet de couper dans la perpendiculaire. Là, on est sur les parallèles, et là, on vient couper sur les perpendiculaires. Je comprends pourquoi puis même c'est celle qui est au milieu. Oui. Elle fait beaucoup de choses, hein, dis donc. Un combiné, ben voilà, ça combine, tu vois, la scie circulaire, la dégauchisseuse, raboteuse, c'est le même outil, mais bon, tu vois, on oriente les tables suivant ce qu'on veut utiliser. Là, on a la toupie ici. Donc la toupie, hop, je vais la monter. Donc sur une toupie, une toupie, pour ceux qui connaissent la défonceuse, la toupie, la défonceuse plutôt, c'est une mini toupie. Donc, alors elle a un peu de sciure. Voilà, alors sur une toupie, en fait la toupie c'est l'axe ici, on appelle ça un arbre. Et sur cet arbre, on peut mettre différents outils. Donc là, j'ai mis une lame circulaire un peu comme celle-ci, tu vois. Mais on peut mettre, je vais te montrer, on peut mettre plein d'outils différents. Et il en existe vraiment beaucoup. Tu vois, alors ça s'appelle, ça porte très bien son nom. Ça s'appelle un bouffe-tout. Donc là, on n'y met pas les doigts, évidemment. Et tu vois, c'est plein de petites pastilles brasées. Ah, okay. Et ça, c'est très coupant. Voilà. Donc au fur et à mesure que ça se désaffûte, bon, bah, on dévisse et puis on tourne d'un cran, toutes. Ah, oui. Et on reprend un nouveau tranchant qui est bien affûté. Donc ça veut dire qu'ici, on a quatre usages, vu qu'il y a 4 côtés. On a 4 usages sur cet outil-là avant d'emmener les pastilles à l'affûtage. Donc voilà, donc on peut monter ça là-dessus. On peut monter ça aussi. Donc ça par exemple, je m'en sers, tu vois, il y a assez profond là. Je m'en sers pour rediviser des épaisseurs des fois. Admettons que j'ai une planche qui fait 20 mm et je veux dedans en faire 2 de 7 mm. 7 et 7, 14, il reste 6 mm. Ma lame, elle fait 2,5. Donc j'ai de quoi rediviser ma planche en 2 pour récupérer 2 fois 7 mm dedans. Tu vois ? Donc si je passe, vu que là la profondeur elle est d'à peu près 60 mm, donc 6 cm, je vais parler en centimètres peut-être, ça veut dire que si je la passe en 2 fois 6, 12, donc ma planche il ne faut pas qu'elle soit plus large que 12 mm. Sinon je suis coincée, quoi. Voilà, mais en dessous des 12, je sais que je peux la rediviser. Et ça évite de gaspiller du bois parce que ramener une planche de 20 mm à 7 mm sur la raboteuse, bah, le reste c'est transformé en copeaux et ça part au potager ou aux toilettes sèches. Ou, bon, c'est réutilisé quand même, mais tu vois, c'est du déchet. Et donc voilà ce qu'on peut faire sur une toupie. Sur une toupie, on fait tout ce qui est moulure, rainure, feuillure. Donc les rainures, tu vois, ça va être avec un outil comme ça par exemple. Oh, l'épaisseur des lames, c'est impressionnant, ouais. Par rapport alors là, tu vois, c'est un outil qui est double, donc tu peux
tu peux faire double rainure en une seule passe. Donc là, on rajoute des bagues ici et tu règles la hauteur que tu veux, quoi. Voilà. Et après, dans une rainure, tu peux intégrer soit un panneau, enfin, tu fais des assemblages après. C'est excellent. Voilà, pour la toupie. Et là, derrière, j'ai la mortaiseuse, mais bon, là, on verra pas trop. En fait, au bout de ce cylindre, qui fait donc la dégauchisseuse et raboteuse, là, tu as un mandrin. Et donc, je peux ici mettre des mèches qui me permettent de faire les mortaises. Alors, pour ceux qui connaissent pas, tenon mortaise, c'est un assemblage mâle et femelle qui permet d'assembler, par exemple, un pied avec une traverse ou un montant avec une traverse. Et donc ça va venir creuser, faire la mortaise. Et après, le tenon, je le fais soit sur la toupie ou... Voilà. Excellent, mais n'empêche. Donc dès qu'on a ça, pour commencer, tu investis dans un truc comme ça, tu as déjà une bonne... Tu sais, à la campagne, avant, et encore même les anciens, ils ont encore des combinés. Il y a pas mal de viticulteurs ou autres qui ont des combinés, alors pas forcément de cette taille-là, peut-être un peu plus petits, encore que, mais qui s'en servent pour tout un tas de choses. Peut-être pour plus du bricolage un peu grossier, mais on peut faire aussi... Aussi parce que c'est robuste, hein. Quand je vois que tu me dis que c'est de 86, ça n'a pas bougé. Hein. Ouais. Alors il y a eu beaucoup de Lurem. Lurem, c'était français. Il y a eu beaucoup Lurem qui a vendu. C'est assez répandu comme marque et c'est bien aussi. Mais c'est un peu plus difficile aujourd'hui pour trouver à les réparer parce que c'est une marque qui s'est arrêtée, quoi. Je filme la marque au cas où. Ouais. Ah, excellent. Ensuite, c'est quoi le second outil le plus important Alors, il y en a deux. Il y en a deux. La lacie à ruban, bon, elle est un peu encombrée parce que j'ai fait un meuble en hêtre là dernièrement. Mais alors, la scie à ruban, on peut peut-être voir par là. On dit scie à ruban parce que c'est un grand ruban. En fait, la lame qu'on voit ici, elle fait tout le tour dans la machine. Alors, attends, ça serait peut-être intéressant si je pouvais l'ouvrir. Oui, mais montrer, tu vois, tu as la lame ici. Ouais. Je me vais par là. Ouais. Tu vois, tu as la lame ici. Donc, quand elle est allumée, elle descend comme ça. Elle tourne vite. Et ce ruban-là fait tout le tour dans la machine. Donc, il y a une roue là, une roue en bas. Et ça fait tout le tour à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Excellent. Donc, là, c'est une petite. Enfin, il en existe des encore plus petites. Mais c'est une petite que j'ai. C'est plus... C'est pas fait pour déligner des très très grosses planches, mais il en existe des rubans qui sont larges comme ça, quoi, tu vois. Ok, moi j'en ai vu une, la C5, oui. Les grosses de Syrie, tu sais, oui, avec mobile. Oui, voilà. Ouais. On a eu la chance d'aller scier, et là, tu avais un ruban, il devait faire 20-30 cm. Oui, oui, voilà. Donc là, par contre, ça dépote, comme on dit. Hein. Quand ça tourne autour, ça vibre et tout. Oui. Donc voilà, donc ça c'est intéressant pour enlever, tu vois, l'aubier. Quand je récupère mes planches qui sont brutes de sciage, dont je parlais tout à l'heure, je me mets dehors avec des tréteaux, je prends la règle de maçonnerie, qui fait 2, 3, 4 mètres de long, voire 5 ou plus. Et puis avec la craie, je viens tracer là où je vais couper, et avant de faire tout le corroyage sur le combiné. Donc ça permet d'éliminer l'aubier et l'écorce dont je parlais tout à l'heure, et ça je viens le couper ici. Pour dégrossir, en fait, là je fais du travail de dégrossissage ou alors de chantournage. Tu vois, par exemple ici, bon, ça c'est des petites planches récupérées dans des chutes, mais pour faire des arrondis comme ça, tu vois, du dégrossissage. Et après tu viens Pardon ? En ponçant, tu finis ? Ah non, je finis. Enfin oui, tout à la fin je ponce, mais là une fois que c'est dégrossi, après soit j'utilise le bouffetou pour venir récupérer là où j'ai tracé. Ouais, le bouffetou que j'ai montré tout à l'heure, là, l'outil bleu sur la toupie. Mais bon, du coup, là, avec un bouffetou, tu travailles sans guide. Ce qui est chose très rare sur une toupie. Parce que bon, là je t'ai montré les différents outils sur le combiné, mais à chaque outil, il y a un guide spécial. Et donc, voilà. Donc, sur la toupie, normalement, j'ai des systèmes de guidage et des protections. Et je peux aussi brancher l'aspirateur dessus pour que les copeaux s'éliminent au fur et à mesure qu'ils sortent. Et pour ne pas être gêné et travailler en toute sécurité, quoi. Ça, c'est important. Donc voilà pour ça. Et après, une machine qui est très intéressante, c'est celle-ci, c'est la scie à coupe d'onglet. Et sur la scie à coupe d'onglet, alors bon, celle-là c'est une grosse, hein, mais déjà avec une petite, on peut faire pas mal de choses. Mais
pour bricoler, pour tout ce qui est travaux d'extérieur, travaux paysagers et tout ça en lien avec le bois, c'est génial. Hein. Je m'en sers beaucoup sur chantier, énormément aussi. Quand il faut enchaîner aussi, quand je vois la vitesse à laquelle... Ouais, ça c'est tout ce qui est coupe de longueur, tu vois, et ça coupe très proprement. Et voilà, donc tu as un réglage dans les deux sens ici. Aussi. Et je peux aussi l'incliner dans un sens comme dans l'autre. Alors toutes ne le font pas, t'en as qui se règlent que d'un côté et puis là que d'un côté, bon ça dépend. Celle-ci elle est assez complète, mais c'est vraiment précis comme machine, c'est puissant aussi. Et tu vois, alors bon, suivant la taille que tu prends, tu as différentes tailles de lames. Celle-là c'est une assez grande. Ah oui, elle envoie, mais je coupe des poteaux avec ça, tu vois. Carrément. Ouais. C'est énorme. Donc voilà, donc les bacs permacolle, ah oui, ça je m'en sers. Le combiné, pas du tout. Mais toutes mes coupes de poteaux et de longueur de planche, etc., je les fais là-dessus. Et après, je me fais des gabarits aussi. Des gabarits et des montages d'usinage, à partir de panneaux, de cales, etc., pour, quand j'ai des angles spécifiques, tu vois, je pose le gabarit dessus. Et après, avec des serre-joints, je viens maintenir ma pièce et ça m'aide bien. Tu me disais que tu t'es équipé petit à petit. Si des gens veulent se lancer, autant bien maîtriser. Moi, j'ai commencé à 5 ans. Hein. Ah ouais, avec quoi? J'avais demandé une caisse à outils au Père Noël à 5 ans. Ouais. Mais non, mais après, c'est vraiment à l'adolescence que j'ai vraiment commencé à faire des meubles. Et alors, moi-même, j'avais emprunté une scie circulaire à un ami et j'avais eu l'idée de couper ça sur les marches dans la maison. Non, mais j'ai pas fait de trou, mais c'est plutôt la poussière. Quand ma mère est rentrée à la maison, il y avait de la poussière partout, je m'étais rendu compte de rien. Moi, tu sais, je pensais que la poussière allait rester là, tomber par terre. Un coup de balai, mais non, il y en avait... Facile, ouais, il y en avait sur les vitres et tout. C'est ça, les petits vases et tout ça, tu vois, génial. C'est pour ça, attends, je me permets, c'est pour ça... Bon, après, je pense qu'au bout d'un moment, tu as l'habitude. Il y a carrément tous les collecteurs de copeaux et tout, parce que ça t'évite d'avoir... Ouais, voilà, bon, ça, c'est l'aspirateur, là, que... Ça, c'est l'aspirateur, tu vois, que je branche sur le combiné. Il en existe des plus gros. Hein. Et donc, c'est de là que je récupère après les copeaux. Pour les bacs, tu vois, les toilettes sèches, tout. Voilà. Excellent. Ça, c'est bon. Et la litière des petits poussins. Enfin, je m'en sers pour plein de choses. Et les œufs fécondés, d'ailleurs, je les envoie avec ces copeaux-là. Parce que des fois, c'est quand même... Enfin, on le sait, à la poste, ils malmènent les colis. Et voilà. Et plutôt que d'utiliser du polystyrène... Eh tu vois, c'est peut-être un peu plus lourd quand même, mais au moins c'est bien calé dedans. Et puis les clients peuvent réutiliser les copeaux après pour litière quand ils ont les petits poussins. Voilà, et c'est complètement sain et c'est respirant aussi parce que le polystyrène, il n'est pas respirant pour les œufs. C'est une presse rapide, on appelle ça une presse à ouverture rapide. Alors bon, il faudrait peut-être que je la regraisse un peu, tu vois, là elle force un peu. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as le système de presse traditionnel, mais si tu as une pièce, elle est fermée et tu as une pièce de 20 cm de large, tu vois, à mettre dedans, tu n'es pas obligé de mouliner pendant 1 heure. Le temps que ça s'ouvre, tu fais un demi-tour et tu tires et tu mets ta pièce. Excuse-moi. Ah, je recommence. On la refait. Voilà, bon, je vais... Voilà, si tu as une grosse pièce à mettre, tu fais un demi-tour et tu tires et tu la mets. Ouais, plutôt que de tourner pendant... Voilà, exactement. Et tu vois, cette presse, pour te dire si j'étais pas impatiente, cette presse, je l'ai achetée avant d'acheter la maison. Ah oui, d'accord. En vue de faire mon établi pour mon atelier. Il y a un peu de place quand même, j'espère, pour stocker en attendant. Ouais. Donc voilà. Et après, comme je te disais hier, tu vois, un établi, il faut vraiment... C'est pour ça que généralement, ils sont épais et puis ils sont très lourds. Mais pour cause, c'est que quand tu travailles sur un établi, et notamment en sculpture, quand tu tapes sur un ciseau à bois, donc je prends un ciseau à bois et le maillet, voilà. Et admettons, tu as ta pièce de bois, ben voilà, il ne faut pas que ça vibre. Alors là, c'est un mauvais exemple parce que toujours on maintient une pièce quand on travaille dessus avec un serre-joint. Mais quand tu tapes dessus pour entailler au coin, il ne faut surtout pas que ça vibre. Ben vas-y, je pose la caméra, on va voir si ça mais je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et donc c'est pour ça que les établis sont toujours épais et massifs. Et enfin, on en trouve dans le commerce à bas prix parce que les gens cherchent toujours du prix à tout prix. Mais on en trouve des fins, mais ça vaut rien, quoi. C'est pas un établi, ça. Je montre aux personnes. Ouais. Voilà une vraie épaisseur. Ça, c'est un vrai. Ouais. Et donc, voilà. Et puis après, il est un peu spécifique, celui-ci, parce que quand je faisais mes études, on avait des super beaux établis.
Mais alors, tu sais, souvent on fait des collages où on a besoin de mettre des serre-joints. Et alors, imagine, déjà le collage, c'est un moment stressant parce que la colle, elle a un temps de prise, il faut se presser un peu et il ne faut pas se louper. Et une fois que tu as mis tous tes serre-joints, c'est pas le moment de défaire, quoi, tu vois. Et donc, quand tu fais un collage sur un établi, ben, t'as les pieds, en général, les pieds des établis, ils arrivent très proches du bord parce que sur un établi, tu dois avoir beaucoup de stabilité. Excellent, tu vois? J'adore. Donc ici, moi, j'ai fait des pieds inclinés parce que je trouvais pas ce que je voulais dans le commerce. C'est pour ça que je l'ai fait, mon établi. J'ai fait des pieds inclinés, ce qui fait qu'au sol, j'ai toujours la même embase et j'ai toujours la même stabilité que si les pieds étaient droits. Sauf que ici, quand je fais un collage, je suis pas gênée avec mes pieds. J'ai du décalage, j'ai un décrochement et je peux mettre mes serre-joints tout le tour. Génial. Voilà. Ah oui, c'est tout bête. Voilà. Et alors, voilà. Et alors, donc, du coup, quand je fais les journées découvertes de l'ébénisterie, c'est un atelier que je propose, fabriquer son établi. Voilà, c'est un atelier que je propose. C'est quoi comme matière? Alors là, c'est du chêne. Et puis à l'époque, j'avais pas de poteau en chêne et je voulais pas investir. Et puis je me suis dit, en plus, il va être super lourd déjà. Donc ça, c'est du pain. C'est du pain tout simplement, là, les pieds. Mais tout le reste est en chêne. D'accord. Voilà, mais pour le plateau, c'est important d'avoir un bois qui est à forte densité parce que quand même, il est amené à prendre des chocs et tout, donc là, il faut qu'il soit solide, quoi. Tu me demandais tout à l'heure si j'avais investi petit à petit et tout ça. C'est sûr qu'on est sur du matériel, c'est assez conséquent en termes de budget pour s'équiper. Mais oui, voilà, en tant que professionnel, ouais, c'est sûr. Après, un électroportatif, c'est sûr que bon, je vais plutôt vanter Festool parce que c'est vraiment top qualité. Tu gagnes du temps, tu gagnes du confort, tu gagnes de la précision, tu fais du bon travail avec. Et quand tu es professionnel, tu as besoin d'être efficace et de faire du bon boulot, quoi. Donc, j'espère qu'ils t'enverront un cadeau pour ce que tu viens de dire. Non, mais enfin, bon, après, il y a d'autres marques qui sont très bien et j'utilise pas Festool en portatif pour tous les outils. J'utilise d'autres marques aussi sur certaines choses, mais il y a certains outils où vraiment je préfère avoir vraiment de la qualité parce que c'est des outils qui vont être très sollicités. Tu vois, par exemple, la scie circulaire ici, c'est une scie, on appelle une scie plongeante. C'est-à-dire que dès que tu te mets en marche, tu peux régler ta profondeur. Donc, tu vois, si je veux couper moins profond, je descends moins profond. Et donc, ça, je m'en sers, mais tout le temps, quoi. Tout le temps. Et tu as des rails qui vont avec, ce qui fait que... Attends, je vais sortir le rail. Ce qui fait que tu coupes hyper droit avec. Tu vois? Tu la mets comme ça, et tu coupes tout droit avec, quoi. Et puis tu vois où tu coupes, parce que tu places ta règle sur ton trait, et tu sais que c'est nickel. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, et là-dessus je ne prendrais pas une autre marque, par exemple. Voilà. C'est sur quel projet que tu as pris le plus de plaisir parce que ça correspondait à, je présume déjà, pas une commande, quelque chose que tu fais toi-même? J'aime beaucoup les tables en vague là parce que tu vois, il y a de la sculpture et ça c'est en plus le bois est intéressant, c'est de l'érable. C'est avec l'érable qu'on fait les dos de violon très souvent parce qu'il y a un très beau reflet dessus, une belle onde. Et donc c'est un bois qui est assez souple mais qui est assez dense aussi. Donc il est agréable à travailler et puis sa blancheur c'est assez particulier aussi parce que des bois blancs il n'y en a pas tant que ça. Et voilà, et puis le travail de sculpture il est aussi très apaisant et ça change aussi du quotidien où pour le coup j'utilise plus d'outils manuels sur ces projets-là que de machines. Léa, on a fait même un beau petit tour de ta propriété, de ta vie. Est-ce que tu veux nous partager un mot de la fin? Je sais que tu regardes souvent l'archipel. Est-ce que tu t'es dit une fois, oh, ça faut vraiment... Tu m'as envoyé un message, tu voulais laisser, et tu l'as dit déjà au début, laisser des infos aux personnes pour leur dire justement tout ce qui est autour de la nature, de s'ouvrir, de s'éveiller. Est-ce que tu veux en partager d'autres? Est-ce que tu veux dire alors, vas-y, j'ai encore 3 heures, vas-y, non, au contraire, vas-y. Des mots de la fin, j'en aurais plein. Je crois qu'il faut arrêter de s'inquiéter de tout. Il faut vivre l'instant et le vivre à fond et être satisfait avec ce qu'on est sur l'instant et ce qu'on fait. Et arrêter d'être passif aussi parce que, tu vois, c'est super d'aller voir ce que d'autres font et de s'inspirer, c'est génial, mais derrière, il faut passer à l'action, quoi.
parce que c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça que c'est gratifiant aussi. Et voilà, et s'inquiéter, au final, quand on s'inquiète, on utilise notre énergie à quelque chose de négatif. Et plutôt que de s'inquiéter, c'est mieux d'être créatif et de faire des choses pour soi ou pour les autres, peu importe. C'est pas égoïste du tout de faire des choses pour soi, parce qu'au contraire, tu vois, ça permet d'être inspirant à son tour pour d'autres personnes. Et voilà. Se sentir bien, et c'est bien pour les autres, parce que tu renvoies de la... Exactement. Et plus on est bien avec soi-même, et plus on est bien avec les autres, et voilà. C'est... Léa Pâques, oui. Merci beaucoup. Mais de rien, avec plaisir.